Alors, bonjour à toutes et tous qui êtes présents cet après-midi et ceux qui sont en ligne pour la seconde partie de cet événement sur données et société. Cette seconde session va prendre un léger à côté, vous allez voir, pas si de côté que ça, par rapport à ce que nous venons d'entendre, pour nous concentrer à présent sur les modalités d'utilisation des données qui présentent un enjeu de société. Alors, dans un monde numérique empreint d'un notable manque de confiance et d'acceptabilité sociale, comme vient de le montrer justement les différents résultats d'études que nous avons entendus, vis-à-vis des usages numériques qui sont faits, l'utilisation des données va connaître autant de réticence de la part de ceux qui collectent et détiennent les données que de ceux qui sont véritablement l'objet des données, c'est-à-dire les citoyens, alors même qu'il ne fait plus aucun doute que le partage et la mutualisation des données présentent de nombreuses innovations sectorielles et qui plus est au plan social. C'est pour appréhender, je dirais même c'est pour surmonter ces enjeux de défiance que l'idée de créer des fiducies de données s'est peu à peu imposée au Québec il y a quelques années et que depuis, la fiducie de données se révèle une solution très prometteuse pour la construction de cadres de gouvernance empreints de confiance, d'inclusion, mais qui soient aussi et surtout le garant d'une utilisation responsable des données, car juridiquement et éthiquement encadrées. Alors, outils en construction, je dirais même outils en co-construction au regard de la pluralité des profils que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi. La fiducie de données est un outil juridique et de gouvernance des données pour lequel tout est à bâtir. Sa définition, ses objectifs, son opérationnalisation ou encore même son modèle économique. Aussi, l'objectif de ce second panel cet après-midi est de vous partager les interrogations, les tentatives et prises de position par celles et ceux qui contribuent quotidiennement et activement au déploiement des fiducies de données au Québec. Dans la retranscription de cet ambitieux périple qu'est la fiducie de données, vous découvrirez également comment cette fiducie s'impose aujourd'hui comme un modèle référent et comment sa construction alimente, malgré tout, tous les projets de partenariat, même les projets pour lesquels la fiducie n'est pas pressentie. Autrement dit, les fiducies de données ne sont plus un mythe, elles sont bien une réalité, et je dirais même une exclusivité québécoise qui, ne l'oublions pas, suscite beaucoup d'intérêt dans le reste du monde. Et Jacques nous l'a dit, la France nous regarde d'ailleurs à ce sujet. Alors, cela étant dit, ce second panel va alors se diviser en 3 sous-thématiques. Dans un premier temps, nous aborderons la question suivante. Une fiducie de données, oui, non, pourquoi? Et nous regarderons les questionnements et enjeux liés à la décision de créer une fiducie de données. Ce premier panel sera suivi d'une courte pause, à l'issue duquel nous enchaînerons sur une deuxième sous-thématique intitulée « L'administration fiduciaire, quels enjeux ?» dans laquelle nous explorerons la construction de la fiducie, les rôles et les prérogatives de ces fiduciaires. Enfin, dans une troisième partie, nous nous concentrerons sur la concrétisation des fiducies de données et explorerons la question des modèles de gouvernance et notamment les modèles économiques et sociaux. Chacune de ces 3 périodes alternera des présentations, des discussions, des échanges avec la salle. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le programme en ligne à partir du site de l'OBNA. J'ai le plaisir, pour ouvrir le bal de ce second session, d'inviter Jessica Leblanc, avocate et chargée de projet au TIES, qui va venir nous parler du projet justement de fiducie de données au sein du TIES. Merci Anne-Sophie. C'est avec beaucoup de plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui avec toutes ces personnes avec qui je travaille et collabore depuis presque 3 ans maintenant, 2 ans et demi, pour réfléchir, s'interroger, expérimenter de façon très rigoureuse afin d'innover dans le domaine de la gouvernance des données. Donc, c'est le travail en fait, c'est le fruit d'une très grande collaboration avec un très grand nombre d'acteurs et des collaborateurs et qui est en fait au centre de ce qu'on fait au TIES, l'organisation que je représente aujourd'hui. Quelques mots pour dire qu'est-ce que Territoire innovant économique, social et solidaire. Le TIES est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale reconnu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Sa mission s'articule autour de 3 axes, la veille, la liaison et le transfert.
En quelques mots, le TIES réunit des acteurs universitaires, des acteurs terrains, des praticiens, afin d'analyser, de comprendre et d'expérimenter des innovations sociales dans le cadre d'un processus de co-construction. Pour reprendre une expression qu'on a souvent dit dans ce projet, on construit les avions en même temps qu'on les fait voler. Donc, à travers ce processus, le TIES collecte des données autant sur le processus que sur le résultat afin de produire des outils, produire de la documentation afin de propager, en fait, de faire en sorte que l'innovation sociale se propage à d'autres milieux et d'autres secteurs. Le projet, en bref, ça fait plusieurs années que le TIES s'intéresse aux fiducies d'utilité sociale. Nos premières inspirations sont issues de fiducies ayant comme vocation de protéger les milieux naturels, notamment en raison de l'absence de protection suffisante de ces milieux-là. Les enjeux en matière de données et de renseignements personnels sont évidemment bien différents, mais ils sont quand même égaux. Donc, on a parlé tantôt des pressions pour céder les données de santé à des entreprises pharmaceutiques et la concentration de données entre les mains de grandes entreprises du numérique. Donc, face à ce constat, le besoin de réfléchir à des mécanismes de protection et de réappropriation collective des données ont émergé. Donc, d'où cette idée de concevoir des mécanismes de gouvernance collaboratifs ou collectifs afin de rééquilibrer ces relations, tout en offrant des garanties de protection et de sécurité des données. Donc, par gouvernance, on veut dire très rapidement, c'est tous les aspects en fait qui vont influencer les décisions qui sont prises par rapport aux données. Qui prend ces données, de quelle façon, dans quel but et avec qui. Donc, c'est avec ces idées en fait que s'est amorcé le projet dont on va parler aujourd'hui, dans l'objectif d'explorer le potentiel de la fiducie d'utilité sociale pour la gouvernance des données et aussi pour renforcer les capacités des entreprises collectives et des organisations de la société civile. Donc, dans le cadre de ce projet, 2 projets pilotes ont participé aux expérimentations, l'un en culture, l'un en mobilité, et les 2 cherchaient à prototyper et à expérimenter avec la notion de fiducie de données. Les 2 sont représentés aujourd'hui, donc vous allez pouvoir avoir un aperçu en fait des différents développements de ces 2 projets pilotes-là. Je vais poursuivre avec une présentation très théorique parce qu'en fait, les participantes vont vraiment parler des résultats de leur expérimentation. Donc, je vais vous parler, je vais faire un bref point sur qu'est-ce que c'est une fiducie d'utilité sociale. C'est un outil juridique propre au Québec. Il faut vraiment faire attention aux raccourcis qu'on peut entendre parfois entre notre fiducie ici qu'on a au Québec et ce qu'on peut appeler un trust, un community land trust, un data trust. Toutes ces expressions-là, il faut les distinguer de la fiducie d'utilité sociale. Donc, quand on parle de fiducie d'utilité sociale au Québec, on parle d'un moyen par lequel on désigne des personnes de confiance à qui on va confier donc des biens pour qu'ils les administrent. Par administrer, on parle de prendre des décisions, de poser des exactions par rapport à ces biens-là. Ce qui distingue la fiducie d'utilité sociale, c'est qu'il s'agit d'une administration dans l'intérêt d'aucune personne en particulier. Ce qu'on vise, en fait, ni la personne qui confie les biens, ni la personne qui va les administrer, on vise vraiment un intérêt qui est général. Donc, la personne à qui on va confier ces biens-là, les fiduciaires, ils vont le faire, ils vont agir pour réaliser une finalité d'intérêt général. Et une fois que les biens sont sous le contrôle des fiduciaires, la personne qui a confié ces biens ne peut plus les contrôler, n'en a plus la propriété. Les fiduciaires vont avoir le contrôle et c'est eux-mêmes qui vont s'engager à poursuivre la finalité déterminée, une finalité qu'eux-mêmes ne peuvent pas modifier. Et en plus de leur confier des biens, on va leur dire comment en fait administrer ces biens-là, on va leur donner des règles. Et dans le cas de la gouvernance des données, on va leur donner des règles de gouvernance qu'on peut décider. En fait, si on veut une gouvernance collaborative, on va leur dire, on vous confie les données, vous devez les administrer en gouvernance collaborative, par exemple en prenant le pouls de la population ou en prenant un soin d'intégrer des appréhensions des citoyens dans vos décisions. Maintenant, qu'est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale de données? Bien, commençons par l'évidence. C'est une fiducie d'utilité sociale telle que définie et décrite au Code civil du Québec. Je le mentionne parce qu'on entend souvent l'expression data trust, qui est une expression qui est devenue à l'usage un petit peu fourre-tout. Il ne faut pas les assimiler. L'objet de la fiducie sera bien évidemment des données ou des droits sur des données, notamment des droits de repartage des données. On peut également inclure dans la fiducie toute l'infrastructure numérique qui va permettre soit un partage, soit une mutualisation de données. La finalité, comme j'ai mentionné à la diapositive précédente, ça prend absolument une finalité déterminée. Ça va être très différent de situations où on souhaite uniquement conserver les biens comme une église ou un milieu naturel. Donc,
Ça va prendre quelque chose. En fait, d'abord, il va falloir refléter l'usage proche des données. Pourquoi? Tout le régime de renseignement personnel, donc de la collecte des données qui implique le consentement, doit être fait dans une finalité déterminée. Donc, la finalité de la publicité d'utilité sociale va refléter l'usage projeté des données. Ensuite, il va y avoir, en fait, la finalité d'une publicité de données sera nécessairement traitée d'un certain dynamisme. Les données en elles-mêmes ont un cycle de vie, donc on doit les collecter, traiter, nettoyer, les mettre en commun dans le cadre d'une mutualisation de données, et ça afin d'assurer leur qualité et leur fiabilité. Ensuite, comme je l'ai mentionné, la finalité de la publicité va pouvoir venir intégrer des enjeux de gouvernance des données en spécifiant des critères de qu'est-ce que c'est une bonne gouvernance, donc des critères éthiques de responsabilité et d'imputabilité qui vont venir s'imposer aux fiduciaires. Ensuite, ça prend nécessairement des fiduciaires. On peut penser que dans une publicité de données, ils vont avoir besoin d'un certain niveau d'expertise qui va venir peut-être avec un certain coût. Ensuite, les fiduciaires vont avoir des devoirs de fiduciaire. Comme on en parlait, il y a un panel sur l'administration fiduciaire, mais c'est également des devoirs de la personne responsable à la protection des renseignements personnels. Donc, c'est un niveau de responsabilité extrêmement élevé. Pourquoi créer une fiducie totale de données? Je vais passer très rapidement parce qu'on va en revenir dans les présentations. On parle de créer un cadre de confiance, donc se donner de règles communes et imposer, par exemple, la transparence, une réduction de comptes fiduciaires afin de susciter la confiance des partenaires ou du public. On parle de permettre aux collectivités de profiter des connaissances obtenues grâce aux données. Donc, quand on parle d'utilité sociale, ça nous semble aller de soi que de dire que les connaissances produites devront éventuellement profiter à la collectivité ou du moins être redonnées d'une certaine façon pour profiter à la collectivité. Ensuite, fédérer un ensemble d'acteurs. Dans certains domaines, les acteurs sont habitués de travailler en silo, de travailler à partir d'un intérêt général déterminé pour une fiducie d'utilité sociale. Ça peut permettre en fait de transcender les intérêts privés ou en tout cas les intérêts particuliers de chaque acteur pour aller vers un intérêt commun ou général. Et je termine très rapidement encore une fois de dire que la fiducie d'utilité sociale est un instrument extrêmement flexible qui peut s'appliquer à une panoplie d'applications. Donc, selon les paramètres des acteurs, des partenaires, on peut l'appliquer à différents cas. On peut parler d'intermédiaires de partage. Dans ce cas-là, la fiducie va venir encadrer un partage de données entre différents acteurs en créant des règles communes, en surveillant le partage et en s'assurant que les règles sont appliquées de façon conforme. On peut également parler de réservoir de données, c'est-à-dire que là, on va avoir une fiducie d'utilité sociale qui va avoir comme finalité de recevoir des données, de les faire se connecter ensemble, c'est pas le bon mot, mais se parler, m'échandrer pour éventuellement produire des connaissances avec un accès contrôlé qu'on peut moduler selon différents critères. Je pense qu'on va évidemment en parler dans le panel. Donc, c'est un aperçu de tout ce qu'on va parler aujourd'hui de façon théorique, mais je suis certaine que l'application par mes partenaires vont être extrêmement stimulantes et intéressantes. Bon. Je m'appelle Émilien Gruet, je suis responsable de la veille et du développement stratégique au TIES et c'est moi qui vais animer ce premier panel. Mais avant de le faire, de présenter les deux premières intervenantes, permettez-moi de souligner le plaisir et la fierté, à vrai dire, que j'ai à être ici parmi vous. J'ai fait mes petits calculs, puis c'était, je pense, il y a 4, presque 5 ans, qu'on a eu au TIES l'idée, la volonté d'appliquer la fiducie d'utilité sociale aux données. Il s'en est suivi beaucoup de travail et un travail, je dirais, vraiment de co-construction. C'est ça notre marque de fabrique au TIES et c'est un projet qui est un cas d'école en fait en la matière. On ne pensait pas, je me souviens dans les premières discussions, aboutir à la création vraiment d'une fiducie sociale de données au bout de 2 ans de travail. On l'a fait. Alors voilà, moi je suis très heureux de ce travail et puis bravo au dynamisme des partenaires et à cet esprit de co-construction que j'espère on va pouvoir traduire aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va pouvoir entendre Anastasia Vaillancourt de Couture pour tous nous présenter son expérimentation. Je vais rapidement
la présenter. Anastasia est directrice du développement chez Culture pour tous. Elle est diplômée de l'UQAM en études littéraires et elle cumule depuis plus de 20 ans différentes expériences en gestion de projets culturels. Depuis 2019, elle contribue avec le TIES, la Cogency et plusieurs autres partenaires du Québec et des francophonies canadiennes à la création de la toute première fiducie d'utilité sociale de données en culture, Culturepédia. Alors Anastasia, c'est à toi. Merci, Émilien. Vous m'entendez bien? Tout va bien? OK. Donc, bonjour, je m'appelle Anastasia Vaillancourt, je suis à la direction du développement chez Culture pour tous. Avant de démarrer, vous dire pourquoi une fiducie d'utilité sociale de données en culture, je voudrais remercier le TIES, l'Obvia, la Charte de justice sociale et IA pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir et un privilège vraiment de pouvoir vous présenter nos travaux et surtout d'avoir l'occasion d'écouter les autres et d'échanger avec des gens qui ont d'autres expertises que la nôtre, qui proviennent de d'autres secteurs. C'est très riche et c'est très important pour le projet, c'est très important pour nous. Donc, vraiment merci. Donc, une fiducie d'utilité sociale de données en culture, pourquoi? Donc, peut-être vous présenter mon organisation pour commencer, Culture pour tous. Culture pour tous, c'est l'initiateur de Culturepédia. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1997 à la démocratisation de la culture. En plus d'orchestrer depuis 27 ans les journées de la culture, Culture pour tous a contribué à l'implantation de la médiation culturelle au Québec en réalisant plusieurs initiatives terrain, mais a aussi contribué à la création d'un groupe de recherche en médiation culturelle qui est devenu aujourd'hui l'OMEC, donc l'Observatoire des médiations culturelles. La mission de Culture pour tous repose sur les principes des droits culturels, de la citoyenneté culturelle, du développement durable, de santé globale des communautés et du mieux vivre ensemble. On a toujours été près des milieux de recherche, mais aussi très, très ancré sur le terrain avec un travail de proximité avec différentes communautés au Québec, mais aussi dans les francophonies canadiennes. Donc, pourquoi et comment a été pensé Culturepédia? Le secteur de la culture, comme tous les autres secteurs, a dû faire face à de nombreux défis liés à la transformation numérique. C'est dans ce contexte que Culture pour tous a participé étroitement à la réalisation du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications par la gestion de 4 mesures durant les 7 dernières années. Ces mesures ont pris la forme pendant 7 ans du Lab culturel, un incubateur de projets innovants et un volet d'activités spéciales numériques aux Journées de la culture. Les deux autres mesures un peu moins connues, une étude et une démarche de consultation auprès de plusieurs communautés au Québec et en Acadie, nous ont mis sur la piste des processus de mutualisation et plus particulièrement de la mutualisation de données comme réponse à des besoins très concrets relevant autant des enjeux de découvrabilité des contenus culturels que de l'intelligence d'affaires. Ça nous a amené à développer peu à peu une culture de la donnée et c'est dans cette mouvance que s'inscrit Culturepédia. Donc, 2019 et 2020, ce sont les années de conceptualisation de Culturepédia. On a d'abord imaginé une plateforme technologique qui permettrait la mise en commun de données, donc un grand réservoir de données, à partir de laquelle on pourrait avoir accès à une pléthore de services à bas prix, l'agrégation de formations existantes et un espace de rencontre pour alimenter les synergies en différents secteurs d'activité. Au moment où on imagine la plateforme, on collabore déjà avec le TIES qui commence déjà depuis un moment à défricher le terrain d'application de la fiducie d'utilité sociale au monde immatériel de la donnée. Comme la notion de gouvernance dans le cadre des projets de mutualisation en culture sont des sujets de préoccupation et de discussion, nous, on décide de nous commettre officiellement puis d'explorer l'outil juridique qu'est la fiducie d'utilité sociale, mais dans le contexte de la création de notre plateforme technologique de mutualisation. Plus particulièrement, ce qui nous interpellait dans la création d'une FUS, c'est la notion d'utilité sociale et de pérennité. Ça rejoignait déjà notre vision, nos valeurs, nos intentions avec la plateforme de mutualisation de données. Donc, au départ, en majeur, c'était la plateforme technologique avec, en mineur, la création de la fiducie d'utilité sociale. Les deux démarches sont interreliées, mais la plateforme était définitivement peut-être un peu plus concrète dans notre imaginaire à l'époque.
Donc, au moment de recevoir les financements pour aller de l'avant avec les deux aspects du projet, c'est vraiment le travail d'élaboration de l'affectation qui est devenu la majeure dans la séquence de travail. On a dû se pencher sur l'épineuse question de la pérennité que sous-tend la création d'une fiducie d'utilité sociale. Comment formuler une vocation en lien avec l'utilisation de données numériques assez large pour garder une pertinence pendant plusieurs décennies, mais assez précise pour s'ancrer dans le présent et répondre à des besoins. En plus, en quoi les données peuvent représenter un patrimoine à préserver. Et enfin, mais celle-là était plus facile pour nous, l'utilité sociale, le bien commun. Donc, comment Culturepédia pouvait-elle faire l'usage de la donnée dans un but d'intérêt social, d'intérêt général? C'est bien des questions auxquelles on pense avoir un début de réponse. Pour le faire, il nous a fallu plusieurs mois de travail et plusieurs cerveaux autour de la table. Et justement, vous voyez nos collaborateurs là à l'écran. La Cogency, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, FLO, la Fédération culturelle canadienne-française, la Vitrine, Synapsec, les Arts et la Ville. Mais sachez que des centaines de personnes ont été consultées et continuent d'être consultées à travers des ateliers de co-création, des présentations publiques comme celle d'aujourd'hui, des rencontres de pair à pair et différents comités et communautés de pratique. Donc, attention, chantier en cours. Aujourd'hui, on vous présente non pas l'aboutissement d'un projet, mais plutôt le chantier du projet. Un chantier qui existe et qui évolue en temps réel grâce à la collaboration, votre collaboration, et la contribution de différentes voix. On est dans une itération de Culturepédia 1.0. Donc, dans une année prototypale, comme on se plaît à le dire, on est dans une preuve de concept durant laquelle toutes les pierres de la fondation sont avancées en même temps. On a formulé l'affectation, l'élaboration de l'acte de constitution de la fiducie, nomination des fiduciaires, signature de l'acte de constitution devant notaire, construction de l'édifice de gouvernance et, bien sûr, développement de l'environnement technologique pour accueillir de façon sécuritaire les jeux de données pour garantir leur utilisation en adéquation avec l'affectation. Donc, le cœur de Culturepédia, qu'on peut appeler sa mission, sa vocation, ou pour parler en termes plus techniques, son affectation, s'appuie sur les principes de la Déclaration de Montréal sur l'IA responsable. Culturepédia s'intéresse aux impacts sociaux de la culture sur les communautés. On souhaite fédérer ou créer la rencontre de différentes mesures d'impact social avec une approche démocratique. Grâce à un processus d'accueil de grandes questions à répondre, par la mise en commun de différents jeux de données et par la voie de différentes méthodologies. Autrement dit, Culturepédia souhaite protéger l'utilisation des données qui transiteront par son réservoir pour qu'elles servent à mesurer les impacts sociaux de la culture. Donc, comment, à l'aide du croisement de différents jeux de données, on peut mieux comprendre les effets positifs de la culture sur la santé globale des communautés, mais aussi comment on peut rendre accessible et compréhensible le parcours de la donnée depuis son agrégation, sa protection, son traitement et sa valorisation. Donc, avec Culturepédia, on souhaite sensibiliser, s'éduquer et ouvrir sur de nouveaux paradigmes de collaboration. Donc, Culturepédia doit être vu comme un carrefour de rencontres interdisciplinaires et, on l'espère, internationales. Finalement, comme on est tous préoccupés à ne pas réinventer la roue ou créer des doublons d'un projet à l'autre, Culturepédia s'inscrit en complémentarité et en soutien des autres initiatives de mutualisation de données du secteur de la culture. Notre initiative se situe dans la valorisation sociale et humaine de la donnée. Donc, la formulation ne vient pas de moi, je l'ai piquée dans une présentation la semaine dernière inspirée des travaux de Nord-Ouvert et du TIES. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anastasia. Je suis sûr que vous avez peut-être déjà des questions, commentaires, mais je vous propose d'enchaîner avec la présentation de la deuxième expérimentation par Carole Philibien. Carole, qui est responsable technologique chez la COP Carbone. Carole évolue depuis bientôt 15 ans dans les technologies de l'information, avec une forte expertise dans les différents aspects techniques comme l'architecture, l'intégration de données et le développement. Carole contribue aussi depuis plusieurs années à des projets de commun numérique et open source. Responsable technologique au sein de l'équipe mobilité durable de la COP Carbone, Carole met aujourd'hui à profit son expérience et son expertise pour collecter et valoriser efficacement les données et plus précisément
sur l'ensemble du parcours de ces données, gouvernance, partage, analyse et jusqu'à la visualisation. Bah, c'est ça, moi, ce que je vais vous présenter le projet auquel j'ai participé avec ici, Lauriane, qui doit être en ligne aussi. Pour le projet de Montréal en commun, on a essayé de travailler, de voir est-ce que la fiducialité sociale pour des données serait un bon vecteur juridique pour nous permettre de mettre en place un pôle de données sur des données mobilité en particulier. Pour commencer, je vais d'abord présenter la FabMob, parce que c'est ça, je travaille à la COP Carbone, mais la COP Carbone avec Fabrique Agile et Savoir-faire Linux, on a fondé la Fabrique des mobilités Québec depuis une nouvelle année, qui a été fondée en 2018. Et notre objectif, c'est de proposer un centre d'excellence en innovation, donc en innovation verte, pardon, autour des communs technologiques pour la mobilité durable. Donc c'est sûr que la notion de fiducialité sociale nous paraissait quand même de bons éléments à expérimenter, à comprendre et à voir si ça pouvait répondre à nos besoins. Donc, notre vocation, c'est de mobiliser les acteurs de l'écosystème québécois pour expérimenter et délaisser de manière agile et collaborative les solutions de mobilité. Puis c'est ça, ici, on est en plein dans une expérimentation pour voir si la fiducialité de données pouvait être un des éléments dont on aurait besoin. Donc, nous, on travaille donc dans le projet de Montréal en commun, qui est le projet de, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le ville intelligent de la ville de Montréal. Nous, avec la FAMOM, on est partenaire sur deux grands sujets qui sont la mobilité durable et l'ouverture des données. Et nous, ça, on accompagne les différents partenaires de Montréal en commun pour réaliser un pôle de données en mobilité, soit par l'analyse des communs technologiques, mais aussi par l'expérimentation, et ainsi permettre de délaisser la mise en œuvre de la mobilité intégrée à Montréal ou de diffuser la culture de l'agilité et de l'expérimentation. Le projet en lui-même, c'est ça, ce que je disais, c'est un projet qui est dans Montréal en commun pour permettre la mise en place d'un pôle de données en mobilité pour la ville. Et là, l'objectif, c'était d'expérimenter des pôles de partenariat de données et donc de voir si une fuite de données était vraiment utile pour permettre et faciliter le partage de données entre les différents partenaires, soit de Montréal en commun, soit plus largement. Donc le porteur du projet avec qui on a été fortement accompagné, c'est Nord-Ouvert et le TIES avec le DSI ici et Dorian qui est dans nous. Il y a eu différents contributeurs aux différentes réflexions qu'on a encore en fait. Donc il y a l'ALD, donc qui est l'agence de mobilité durable, il y a l'ARTL qui est l'autorité régionale des transports Montréal, une métropolitaine, je ne sais plus parce que je dirais que c'est des biases de nom, mais donc nous il y a eu le BTM aussi qui est le bureau de taxi Montréal et Solo. Donc c'est ça, on a commencé aussi à définir un peu pourquoi on voulait monter une puce et quelles seraient ses éducations. Donc c'était pour explorer collectivement donc les différents enjeux et questionnements liés à la mutualisation de données de mobilité via une puce. La façon dont on s'est organisé, ça a été des rencontres de travail pour générer un peu la réflexion et les discussions autour de l'acte constitutif que serait la puce. Et pour faciliter un petit peu les échanges, on est parti sur un cas d'utilisation un peu concret de données qui étaient des données de traces GPS, qui sont un peu souvent les données difficiles à partager. Dès qu'on parle de traces GPS, il y a des enjeux de données sensibles, donc ça nous paraissait un bon cas à creuser pour voir si la fiducie nous permettrait de plus facilement partager ces données, tout en respectant évidemment la sensibilité de ces données, les données collectées, les données personnelles. Donc pour travailler autour de ça, en fait, on est parti un petit peu de toutes les sections qu'un acte constitutif d'une puce. On n'est pas passé au travers de tous, mais d'une certaine majorité. Et donc on a abordé six sections pendant 4 rencontres de travail. Et là, on a eu des questions, qui ont soulevé des questions, Puis, c'est ça, en fait, les questions, elles étaient sur différents sujets, à différents niveaux. Donc, c'était à la fois sur la puce en elle-même,
Donc, effectivement, c'est quoi la vocation de la FUS? Est-ce qu'il y aurait des pratiques qui seraient inacceptables dans le partage et la gouvernance des données? Quels comités on voulait mettre en place? Est-ce qu'il y avait des comités juridiques, des comités technologiques? Est-ce qu'on voulait avoir un comité sur l'implication citoyenne? Il me paraît aussi un élément fondateur de la fiducie, que l'objectif, c'est quand même que les citoyens aient conscience et connaissance de leurs données et à quoi elles servent. Voir aussi quelle expertise on aurait besoin aussi autour de la FUS. Est-ce qu'il y a des expertises technologiques, juridiques, des enjeux d'intégration, de sécurité? Aussi, il y a la question de la fin d'une FUS. C'est des éléments qu'on doit écrire dans un acte constitutif. Est-ce que ça doit être perpétuel et limité? Mais si c'est limité, si on génère des données d'utilité publique, qu'est-ce qu'il advient de ces données publiques à la fin de la FUS? Donc c'est là où il y a comme ces éléments un petit peu de questions qui arrivent. Sur les données, c'est quoi les données qu'on veut accepter, le volume, le format? Est-ce qu'il y a des enjeux sur les informations qu'on veut récupérer, le type de données? Est-ce que dans l'acte constitutif, on veut écrire le processus d'intégration d'un nouveau jeu de données, le contact, les règles d'intégration d'un nouveau jeu de données, puis aussi sur les fiduciaires, évidemment. Quels seraient les critères pour devenir fiduciaire? Est-ce que c'est des personnes désintéressées qui sont en conflit d'intérêts, comment on sait, entre guillemets? Est-ce que c'est plutôt des gens qui ont des compétences spécifiques dont la FUS aurait besoin? C'est quoi le processus de nomination d'une FUS? C'est ça, comment on définit un fiduciaire? Est-ce qu'on l'écrit aussi dans la constitutif de qui sont ces fiduciaires, combien de temps ils sont fiduciaires, combien de responsabilités? Donc c'est ça, en fait, pour constituer une FUS, nous, en tout cas, dans notre expérimentation, on a trouvé qu'il y avait énormément, enfin, ça soulève énormément de questions. Je pense que tout le monde se les pose souvent dès qu'on parle un petit peu de partage de données. Le travail un petit peu où on a été plusieurs organismes avec aussi différentes compétences dans ce collectif de travail, que ce soit des compétences juridiques, de gouvernance ou plus technologiques ou plus fonctionnelles. Ça nous a permis aussi d'apporter beaucoup d'éléments d'éclaircissement sur plein de questions, même si ça en a soulevé d'autres. Mais en tout cas, ça a vraiment nourri les réflexions. Et aujourd'hui, après ces quatre sessions de travail, là où, après c'est plutôt une conclusion un petit peu personnelle, mais aujourd'hui on n'a pas eu les compétences où on n'avait pas de processus de décision. Donc aujourd'hui, on a toutes ces questions, on trouve d'autres questions, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces éventuels éléments de réponse et comment on peut faire un choix entre guillemets, et notamment aussi pour que ces décisions soient endossées par les parties prenantes de la fiduciaire, soit la fiduciaire ou les constituants. Merci Carole. On va maintenant passer à une période d'échange d'une vingtaine de minutes autour je rappelle, des questionnements et enjeux liés à la décision de créer ou non une fiducie de données. J'aimerais rappeler en fait que de ce point de vue, presque systématiquement, quand on travaille au TIES sur des innovations sociales, il y a toujours un attrait à une solution novatrice. Et c'est important pour nous de toujours ne pas la présenter comme une panacée, de bien se poser la question, est-ce que cette solution novatrice répond réellement de manière adéquate aux besoins? Donc, je vous propose là, pour ouvrir les échanges, mais on va le faire de manière assez libre. En fait, on fait cet événement sous forme d'aquarium de ce qu'ont été nos échanges, nos discussions dans les 2 dernières années. On voulait un peu se mettre en vitrine. Mais je vous propose peut-être d'essayer tour à tour d'identifier des éléments déterminants dans le cheminement qui a été le vôtre autour de ce choix d'aller de l'avant avec la création d'une fiducie d'utilité sociale de données ou non. Et ces éléments peuvent être directement liés à la solution en question ou, comme Carole vient de l'évoquer, au contexte en fait qui ne serait peut-être pas propice
à le faire. Alors, voilà, je n'ai pas vraiment d'ordre à proposer. Je ne sais pas si... oh, Lauriane, tu apparais en grand sur l'écran. Je ne sais pas si tu peux briser la glace. Peut-être sans vous mettre sur le spot, est-ce que André ou Yves, peut-être de Culturepédia, seriez élément amené sur le cheminement un petit peu qui a été celui de pour tous et la cadence. Bon, oui, on peut se lancer. Ok. Oui, alors excusez-moi, j'en profite aussi pour vous inviter à vous présenter brièvement avant de prendre la parole. Ça va être plus rapide plutôt que je dise de manière fastidieuse. Et je rappelle que les vidéos des différents panélistes sont disponibles en ligne. Yves. Oui, bonjour. Donc, je suis Yves Lapierre, je suis avocat. J'ai accompagné donc, les partenaires de Culturepédia dans la création, la mise en œuvre de cette fiducie de données. Écoutez, je dirais qu'un élément, je pense, qui a été vraiment crucial pour nous, qui était majeur pour trancher le gardien, parce que c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile de mettre en place une nouvelle structure, une innovation comme celle-là. Ça a été vraiment de décider d'y aller par petits pas et de restreindre le champ des possibles. Donc, et c'est un peu paradoxal parce que la beauté de la fiducie d'utilité sociale, c'est sa pérennité, c'est quelque chose qui est là pour durer. Mais on s'est vite rendu compte, dans notre contexte, en tout cas à nous, que c'était trop ambitieux. Donc, de se lancer dans une fiducie perpétuelle d'entrée en matière et qu'une approche, en fait, pour trancher le gardien puis avancer, c'était de décider qu'on aurait une fiducie, donc, d'une durée limitée à 1 an, prototypaire, pour mettre au point le dispositif. Et ensuite, donc, poser je crois que ça a été, puis je vois qu'il y a d'autres contextes où c'est extrêmement complexe, extrêmement ambitieux. Il y a une multitude de partenaires. Mais je me demande s'il n'y a pas vocation à commencer petit pour avancer. C'est mon contexte. Merci. Oui, André Hardy, donc co-président, cofondatrice de la Cogency, qui est une agence spécialisée en stratégie numérique, production et neutralité numérique. En fait, dans le projet Culturepédia, Culture pour tous, c'est sûr qu'il n'y a pas eu une grande recherche là, sur la culture juridique qu'on allait choisir et tout ça. Il y a vraiment comme une question de circonstances, dans le sens que le TIES, c'était comme dans Anastasia dit, le TIES était partenaire dans le projet. Et on était comme un peu séduits par la proposition de tester l'approche, parce que c'était bon, nouveau, toute la promesse qui venait avec la FLUS nous a séduit. Mais en fait, moi, je dirais qu'on a sous-estimé le temps d'apprentissage, de compréhension des caractéristiques de la FLUS, une fois qu'on les connaît, ça va. Au début, ça nous paraissait extrêmement rigide, et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était extrêmement flexible. On peut vraiment la mettre à notre main. Puis c'est ça, donc, j'écoutais Carole, je pense que en amont, le questionnement que ça suscite, nous, entre moi, je l'avais sous-estimé. Je pensais qu'on avait rempli assez rapidement dans la fabrication d'une plateforme. On est déjà du numérique, donc on y va. Mais non, on ne pouvait pas y aller tout de suite parce qu'il y avait trop de questions et de réponses à apporter. Une fois qu'on les a, ça va bien. Merci. Donc, en effet, cet aspect qui est peut-être moins connu des FUS, qu'elles sont extrêmement flexibles. Je pense que c'est un des grands apprentissages et une chose à retenir. Oui, Jessica. Ta question est difficile, en fait, parce que, comme Carole a montré, il y a tellement de questions que je pense qu'il n'y a aucun des projets de pilote qui se sont dit OK, oui, c'est vraiment parfait pour nous. Ce compte-là n'a jamais été fait. Puis, contrairement, par exemple, à la création d'un OBNL, une coopérative d'une personne morale, on connaît le chemin, on dépose des listes patentes, on reçoit il y a quelque chose de très formaté, alors que là, on est contrairement au contraire, on est dans le non formaté au maximum. Donc, juste de trouver le chemin, en fait, a été vraiment le principal apprentissage, de trouver le chemin pour arriver à penser la fiducie de données. Mais je pense pas qu'il y a eu de révélation à aucun moment. Et là,
vous me corrigerez parce que vous avez des personnes qui ont décidé de continuer. Mais je pense pas qu'il y ait une réalisation, c'est vraiment pour nous qu'on continue. Je pense qu'au contraire, il y a eu des remises en question constantes, puis finalement, ils ont quand même décidé de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ils sont encore dans le questionnement, mais tous ont pris un chemin linéaire, en fait. Et c'est une des grandes difficultés de tout projet de données, c'est que ça ne sera jamais linéaire. Et c'est tout le temps des itérations de questions et de réponses. Puis ça fait partie des difficultés et des obstacles, en fait. Oui, un chemin ni linéaire, ni balisé, mais c'est peut-être aussi ça qui rend très riche le développement et les réflexions autour de Il y a des mains la création d'une fiducie. Oui, Lauriane. Et on a Jacques ensuite, je ne sais plus dans quel ordre. Vas-y, Lauriane. Je voulais d'abord m'assurer que Jacques et Anastasia puissent parler. Je pense qu'ils ont levé la main avant moi, puis c'est sûr que j'aimerais intervenir, alors n'importe au côté de l'ordre. Anastasia, puis Jacques. Non, mais Parfait. c'est bon, je laisserai Jacques et puis après, je pourrai y aller, il n'y a pas de problème. Jacques, par contre, tu es en note. Très, très brièvement, vue de France, par rapport à la question de qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui enclenche le processus de création d'une fiducie dans votre cas et chez nous, d'autres structures qui vont jouer le même rôle. Je pense qu'il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est peut-être les craintes que les acteurs ont par rapport aux usages des données. Et je pense que c'est un sujet, les données numériques, qui est assez angoissant pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de personnes, pour plein de bonnes raisons, quelques mauvaises aussi sans doute. Et je vais juste en citer 3 exemples dans les fiducies, les 2 exemples qui nous ont été présentés, qui sont très, très intéressants. Et vraiment, merci beaucoup. Et j'espère que tout au long de l'après-midi, on va en avoir d'autres. Il peut y avoir des acteurs publics qui vont mettre des données à disposition. Alors, il y a des règles, il y a l'open data, mais il y a aussi d'autres données qu'on va mettre à disposition quand on est un acteur public et on peut avoir une inquiétude assez légitime, c'est de se dire, est-ce que ces données qui sont publiques, elles ne vont pas servir à des finalités qui seraient contraires à de l'intérêt général? Et le fait d'avoir une fiducie, ça peut être des garanties de cet ordre-là. Pour des partenaires privés, des entreprises qui ont des objectifs économiques, il peut y avoir des craintes que ces données, elles représentent un potentiel économique, qu'elles soient protégées par des droits autour du droit de la concurrence ou du droit de la propriété intellectuelle. Et l'idée aussi d'une fiducie ou d'un cadre de confiance, c'est d'avoir des garanties à cet égard. Et puis bien sûr, pour les citoyens, on l'a vu par exemple sur la question des traces de mobilité, on le verra tout à l'heure sur d'autres, il peut y avoir des craintes d'atteinte à la vie privée. Donc, je ne sais pas si c'est un bon moteur, la peur ou la crainte, mais je pense que ça participe de notre réflexion et de nos échanges d'aujourd'hui. Merci, Jacques. Anastasia? Ben, excellent, Jacques. Je ferai du pouce justement sur la peur, mais j'amènerai la notion de confiance. Donc, je pense que c'est ce qui a motivé nous aussi de se tourner vers la notion de fiducie, parce que quand je disais tout à l'heure que la préoccupation au niveau de la gouvernance de données était sur toutes les lèvres au moment où on élaborait notre projet. Tout le monde en parlait, mais il n'y avait pas nécessairement un modèle en particulier où il n'y avait pas de proposition concrète de solution au niveau de la gouvernance. En tout cas, ce n'est pas venu à nos oreilles. Et on avait l'opportunité, en fait, le grand privilège, nous, de pouvoir faire cette démarche-là, donc d'ouvrir le chemin au niveau de la fiducie. Et je trouve que de commencer avec peut-être non pas un OBNL, comme le disait Jessica tout à l'heure, c'est un parcours qu'on connaît déjà, mais de commencer déjà avec un outil juridique. Déjà, là, il y a un cadre de confiance qui s'instaure et le fait aussi de se retrouver avec des fiduciaires autour de la table. Donc, on n'est pas dans une structure d'entreprise ou d'organisation. Donc, ça change complètement ça change la position des gens qui sont autour de la table et ça augmente le niveau d'engagement. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti, nous, dans notre processus d'élaboration au niveau de Culturepédia. Donc, nos partenaires initiaux du projet sont devenus des signataires des fiduciaires, en fait, pour la Culturepédia 1.0. Voilà. Merci, Lauriane. Oui, bonjour Lauriane, donc gestionnaire de programme à Nord Ouvert. Je vais faire une présentation vers la fin sur la gouvernance des données. Je suis contente d'être là. Merci beaucoup, Carole, pour ta présentation de la démarche sur le pôle de données de mobilité et comment est-ce que ça pourrait se traduire en fiducie de données.
Notre enjeu, c'était vraiment le contexte, comme ça a été mentionné. Il n'y avait pas de porteur de projet, mais comment faire quand même avancer les réflexions sans processus clair de décision par rapport aux porteurs. Nous, notre rôle, ça a été vraiment de faciliter ces discussions. Donc ça, c'était un enjeu, ça a été quand même un élément déterminant qu'on n'a pas forcément choisi. Au final, c'est rigolo parce que j'entends Culturepédia, l'idée, ça a été de restreindre les possibles. Nous, quelque part, cette situation nous a permis aussi de voir l'amplitude des possibles. Puis peut-être, du coup, les deux démarches sont complémentaires là-dessus. Je trouve ça intéressant. Puis un de nos gros apprentissages et l'élément déterminant, c'est que la fiducie d'utilité sociale de données n'est pas un modèle de gouvernance de données. Ça donne un cadre, c'est un choix de véhicule juridique, ça donne certaines garanties, notamment en termes de reddition de comptes, de possibilité d'être poursuivi en tribunal si ça respecte pas les fiduciaires ne respectent pas l'affectation ou l'acte, voilà, ce genre de détails que des avocats seraient bien mieux placés pour présenter, mais c'est des garanties importantes. Mais il y a beaucoup de règles de gouvernance à aller structurer quand même. Et ça, ça va faire l'objet de ma présentation, fait que je vais m'en laisser à là, mais je pense que c'est un point très, très clé. Et du coup, nous, notre questionnement était aussi d'aller préciser cette gouvernance de données basée sur des principes éthiques de la charte, donc pas de rester juste à des principes éthiques au niveau, mais vraiment comment ça se traduit dans l'action, dans le concret du cadre de gouvernance des données. C'était vraiment ça l'apport de nos ateliers. Voilà, c'était les éléments déterminants de notre côté. Merci Lauriane. Carole, Alexandra, est-ce que vous auriez des choses à ajouter? Non, je pense que la petite chose que je pourrais ajouter pour aller un peu dans le sens de ce que disait Lauriane, ce que vous disiez aussi, c'est que nous, aujourd'hui, on a vu un peu l'ampleur des questions et des éléments qu'une FUS peut demander. Et on est en train de se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut réduire un petit peu notre périmètre ou les différents contributeurs pour justement faire un prototype de FUS concrètement et peut-être du coup un peu avoir plus de facilité à créer un processus de décision. Donc, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on a la possibilité de faire un pilote et beaucoup plus petit. C'est vrai que nous, on a aussi un enjeu que certains des acteurs avec qui on travaillait sont des acteurs municipaux ou régionaux ou paramunicipaux qui ont aussi des questionnements. Et je rejoins un peu ce que disait Jacques sur la peur, qui a beaucoup à la fois amené le fait qu'on voulait éventuellement voir si la FUS pouvait éviter de créer cette peur, mais il y a aussi toute cette appréhension de dire, OK, on écrit quelque chose dans un acte juridique, et donc il y a aussi cette appréhension de l'impact et comment c'est géré, donc tout doit être très réfléchi pour arriver à créer un acte juridique et constitutif. Donc, on a un peu navigué là-dedans et on essaye de voir comment on peut réduire pour essayer de prototyper un élément, à voir si on va le faire. On est dans cette réflexion, en tout cas, ça nous a appris tout ça. Merci. Bonjour, Alexandra Fotouki, je ne me suis pas encore présentée. Je suis professeure de droit à l'Université de Sherbrooke et spécialiste de fiducie. Donc, tout le monde me regarde toujours pour comprendre le droit. Je pense, je vous écoute tous parler, puis je pense que la chose, en fait, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait une fiducie? Les problèmes de gouvernance auraient été là de toute façon. Les problèmes de modalité, de comment est-ce qu'on veut que ce soit utilisé, ça aurait été là de toute façon. La distinction de pourquoi vous avez tous été attirés vers ce mécanisme-là, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, Jessica, quand on est fiduciaire, donc les personnes qui vont finalement avoir des pouvoirs sur ce qu'on pourra faire avec ces données-là, ces personnes-là sont liées, et puis on en parlera plus tôt, je pense, dans la partie qui arrive, sont liées par des obligations qui n'existeraient pas si on était dans un autre cadre juridique. Et ces obligations-là, c'est ça qui donne confiance. C'est ça qui fait qu'on n'a plus peur. C'est ça qui fait qu'on se dit, ah, mais peut-être que la fiducie de données, même si tout est à construire, elle est intéressante. Mais moi, j'écoutais tout ça, puis je me dis, mais où est-ce qu'elles étaient, les données avant? Elles existaient. Et quelqu'un avait un lien juridique avec ces données-là, qui n'était pas la personne qui a créé ces données. Donc, vous avez toutes les questions qu'on se pose avec les fiducies. Elles existaient avec d'autres modèles juridiques. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, parce que c'est un nouveau modèle, on se repose des questions avec un genre
une feuille blanche, on peut sortir des lignes des sentiers battus, ça nous donne à la fois une liberté, mais aussi l'angoisse de la feuille blanche. Donc, c'est ça que je l'entends quand je vous écoute, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important de se rappeler que la raison pour laquelle c'est la fiducie qui est choisie, c'est parce que, justement, le rapport qu'on a avec les données change. Et c'est ce changement-là qui est au cœur de tout ce qui nous intéresse, en fait, cette confiance. Et comment on le communique? Parce qu'on a un peu plus de temps pour l'aborder, mais on travaille dans toute la confiance des citoyens et citoyennes, de leur perception des institutions publiques, des entreprises. La perception des citoyens et citoyennes par rapport à la fiducie, c'est tout un enjeu parce qu'il y a les données, ensuite il y a l'expliquer, le modèle. Il me reste une minute avant. Mais si vous avez le temps, 30 secondes, de dire comment vous communiquez à Nastasia avec Carole, comment vous communiquez avec les gens qui n'ont aucune connaissance de cet instrument-là, est-ce que vous voyez un obstacle? Je peux y aller, mais moi, justement, par rapport à ce que vous disiez, c'était comme. Moi, j'ai l'impression aussi que le fait d'arriver avec une pouce, ça met aussi. Aujourd'hui, tout le monde a ses données, mais un peu éparses. Donc, tout le monde a ses responsabilités sur ses données. Et puis là, l'objectif étant de faire un partage, ça met comme le focus sur ce partage, et d'un coup, tout est un problème. Et on partage et comment on le communique, pour l'instant, moi, je n'ai pas la réponse parce qu'on est encore dans ces questionnements. Puis, les questionnements, il y a un petit côté. On n'a pas le cadre encore. Et l'objectif. Bon, merci. Il y a une question sur la table, peut-être qu'on peut la prendre. C'est juste qu'on n'a pas d'ordinateur en avant, alors on ne peut pas. Oui, le temps file, mais on va quand même en profiter pour prendre une ou deux questions dans la salle sans trop amputer la pause. Tu disais qu'il y en avait une? Oui, c'est ça. Guillaume, j'espère que tu peux nous donner. Il n'y a pas de questions spécifiques, okay. Mais il y avait des questions qui venaient ce matin sur les fiducies, ouais. Mais qui ne sont pas forcément en lien. C'était. Et on a sinon ici une question. Oui, en fait, je vais me permettre. C'est un entrée en matière là, pour moi aussi, mais pour vous, parce que je comprends que je me sens correcte d'aller avec cette question-là. Mais est-ce que c'est un peu comme de la gestion de connaissances numériques? Tu viens faire de la gestion de connaissances? Dans le sens que la gestion de connaissances, par exemple, une entreprise, on va de partager, de cumuler les informations de l'entreprise pour que ça permette de générer quelque chose après qui est conservé pour la suite. Est-ce que c'est un peu comme de gérer les connaissances numériques, dans le sens que c'est pas nécessairement des connaissances, mais c'est des données numériques qui donnent des informations, qui amènent des connaissances. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour tout le monde? Fait que oui, c'est un gros casse-tête. Pour un milieu donné, mais oui, tout à fait, c'est une question de connaissances. Puis Alexandra aussi, je réponds. En fait, c'est parce qu'avant, tout le monde avait ses données, puis on voyait de façon en silo. Puis là, maintenant, il y a une ouverture pour mutualiser les données. Ouais. Pour pouvoir les croiser, pour pouvoir enrichir les savoirs qui vont ressortir de ces données-là. C'est pour ça qu'on se tourne vers la fiducie, mais oui, ça a tout à fait rapport avec la question de connaissance. Merci Guillaume. Tu as des questions? Oui, on a une question. Il y a deux questions. La première, c'est pourquoi mettre en place finalement une fiducie d'utilité sociale, un véhicule somme toute complexe, plutôt qu'une simple OBNL avec un robuste cadre de gouvernance des données. Qu'apporte de plus le modèle de la fiducie d'utilité sociale? Est-ce que tu veux tout de suite nous lire l'autre question, puisqu'on va essayer de clore? La deuxième question, c'est avez-vous des retours auprès des assureurs quant aux exemples présentés de fiducie des données? Oui, pour la première. Je crois que la grande différence, c'est que une OBNL, une organisation, c'est limité dans le temps, forcément. Ça peut continuer, mais ça peut se terminer. L'idée de la fiducie sociale, c'est qu'elle est à vocation perpétuelle. C'est quelque chose qu'on construit
comme un parc national. Hein. C'est pour protéger les choses à très, très long terme. Et ça, c'est vraiment unique. C'est vraiment unique, cette possibilité-là. Les institutions passent, les gouvernements peuvent changer, bien sûr, mais là, on peut créer quelque chose qui est pérenne. Et je crois que ça, c'est un élément différenciateur qui est extrêmement puissant, extrêmement bien. Merci. Bonjour à toutes et tous. Nous voici pour le second panel sous la présidence d'Alexandra Popovici. Donc, j'ai plus besoin de me représenter. Bonjour tout le monde. Et donne tout de suite la parole en fait à nos deux panélistes qui vont aborder la question de l'administration judiciaire. Donc, une fois qu'on a réfléchi au modèle à utiliser, maintenant, comment est-ce que vraiment on gère, parce que c'est vraiment ça, les données et qui le fait, comment, pourquoi. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Voilà. Merci, Alexandra. Bonjour, donc, moi, c'est André Hervé. Yves Lapierre. Merci d'être là aujourd'hui. Pour notre présentation, donc, on va vous présenter, on va ouvrir le capot de la voiture de la culture pédiatre. Donc, on va plonger l'éclairage de la culture pédiatre pour vous dire, dans le fond, comment on a réussi à faire un prototype fonctionnel, pas complètement, mais quand même un peu. Pour notre présentation, c'est inspiré du nom du titre de la seconde partie, qui est les fiducies de données, mythe ou réalité. Alors, nous, on peut dire que Culture Pédia, on est à 1-0 pour la réalité, 0 pour le mythe, dans le sens qu'on a gagné une première manche. Comment on est arrivé à gagner cette manche-là? C'est en adoptant la posture d'une start-up. Donc, on s'est mis vraiment en démarche agile, approche agile. On expérimente sur le terrain, on y va petit pas par petit pas, on regarde ce qu'on a fait et on ajuste en fonction des enjeux qu'on rencontre. C'est vraiment important dans notre démarche. Voilà. Donc, première fiducie de données culturelles au service des organisations québécoises et de la francophonie canadienne et acadienne. Donc, on a lancé un microsite fin janvier. Vous voyez donc la page d'accueil. Si vous allez sur culturepedia.ca, vous allez voir donc la présentation du projet. Et pour arriver à ça, vous imaginez qu'on est passé par plusieurs étapes. On a parlé un petit peu tout à l'heure. La première étape étant de comprendre les caractéristiques d'une FUS et de pouvoir l'adapter au modèle des données pour le milieu de la culture. Alors ça a été notre première étape. Une fois qu'on a compris ça, on est parti sur le terrain à la rencontre des parties prenantes de Culture Pédia. Donc, on parle des organismes culturels, des individus comme artistes, artisans, travailleurs, bénévoles culturels, et aussi partenaires financiers. On pense aux municipalités, aux MRC et aux ministères qui, dans le fond, financent les arts et la culture en bonne partie au Québec. Alors, en faisant, on organisait des ateliers de co-création avec les parties prenantes, et là, on s'est rendu compte que tout le monde collecte des données, mais on ne sait pas trop comment les gérer, comment les structurer et comment surtout les valoriser, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là. Donc, Culture Pédia on a une prétention de répondre à ce besoin-là, on souhaite pouvoir y arriver à terme. Et aussi, on est parti avec une grande question que Culture pour tous, qui est le constituant de la FUS, Culture Pédia, est arrivé avec une grande question, avec dans le fond l'ambition que Culture Pédia puisse un jour mesurer l'impact social de la culture, parce que ça ne se fait pas actuellement au Québec, donc c'est vraiment une ambition, ça c'est un peu comme le Graal. Donc avant d'arriver là, on franchit un petit pas à la fois. Donc, avec ce bagage-là, on s'est dit parfait, comment on met ça en application. Alors, on a mis en place une petite équipe agile qui était constituée donc de UX designer, de développeurs en open source, logiciel libre, un Scrum Master, je vais le terme en anglais, et un avocat. Très important. Parce que le TIES nous accompagnait effectivement dans tout l'aspect juridique de la FUS, mais ça peut parce que là, c'est là que, donc, dans la mise en application, on s'est mis on a donc trouvé de la vocation, qui n'était pas une chose facile, mais on y est arrivé.
On a rédigé un acte de constitution et on a identifié des fiduciaires. Ça pensait des fiduciaires. On a le constituant qui est Culture pour tous, mais ça prenait des fiduciaires. Donc, on a trouvé 5 fiduciaires. On a dire qu'on les a trouvés sur le bord de la route, mais non, c'est les partenaires du projet. Donc, on sait que la création du FUS, c'est vraiment pour protéger un patrimoine pour le bien commun, dans un contexte, comme Yves le disait, à perpétuité. Mais là, perpétuité, c'est quand même un terme qui est lourd de sens, qui peut faire peur et même qui peut paralyser, parce qu'on dit, moi, en tant que fiduciaire, je suis responsable personnellement des données qui sont versées dans la FUS. Donc, on était comme un peu bloqué. La façon dont on a débloqué la situation, c'est, comme il le mentionnait, on a découpé en petits morceaux et on s'est dit, au lieu de faire le grand projet de Sur-Texas perpétuité, on va faire un 1.0 et on va se donner une fenêtre de temps d'1 année. Alors, à partir de ce moment-là, tout a débloqué. Merci dans ce cas. Merci. Il clique avec la souris, ça devrait passer. Les flèches. Ah, voilà. Donc, tout a débloqué. Fin janvier, mise en ligne du site web. 17 février, donc l'acte de constitution était signé par les fiduciaires et notarié devant un notaire, mais ça se fait de façon virtuelle. Là, on a commencé à travailler le 17 mars. On a donc travaillé avec un premier jeu de données qui a été fourni par Culture pour tous et qui était constitué des données provenant des organisateurs des activités des Journées de la culture de 2014 à 2022. Les Journées de la culture étant un événement phare de Culture pour tous. Donc, c'est un événement annuel depuis plus de 20 ans que ça existe. Donc, on a obtenu ces données-là qui étaient, dans le fond, sur le serveur de Culture pour tous, accessible par les employés de Culture pour tous et tout ça. Donc, nous, on a pris ces données-là. On les a nettoyées, on les a structurées, on les a transformées dans un format sémantique pour pouvoir les croiser avec des données ouvertes. Parce que pour nous, les données ouvertes, c'est très important dans ce projet-là. Et on les a donc croisées avec des données OpenStreetMap, donc des données ouvertes de géolocalisation, pour produire une première visualisation. Dans le fond, je vais vous la montrer. Qui est une carte de chaleur qui montre, dans le fond, on a traité l'année 2014 et les années pré- et post-pandémiques, donc 2019-2022. Et pour montrer, dans le fond, le dynamisme culturel des activités des Journées de la culture sur les différents territoires au Québec. Donc, ça, c'est une carte qui est fonctionnelle, ce qu'on appelle sur eux. On peut vraiment la consulter en ligne, on peut naviguer par année. Il est en train de raffiner, ajouter des filtres, par exemple, pour naviguer par discipline. Et on peut aussi changer la portée en nombre de kilomètres et la densité des activités qui sont proposées dans chacune des villes. Vous remarquerez que cette carte-là est intégrée dans vous voyez en haut à gauche, une requête Sparkle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là. Ça, c'est en fin de compte, c'est une interface d'interrogation d'une base de connaissances ouverte. On s'est inspiré de la requête Sparkle de Wikidata, qui est une base de données actuellement ouverte au monde. Donc, on a fait un petit requêteur Sparkle pour Culturepedia. Si vous allez sur sparkle.culturepedia.ca, vous allez tomber sur cette interface-là. Il y a 3 vues. Vous pouvez voir donc les données brutes en format XML, très excitant. Ou la liste des activités ou la visualisation par cas. Donc, ça nous a permis, dans le fond, de montrer le cycle de vie d'une donnée, de sa collecte, passant par son traitement et une visualisation possible. Ensuite, en parallèle, on travaille aussi sur des interfaces utilisateurs. Dans le fond, on imagine quoi pourrait ressembler une plateforme de visualisation de données culturelles. Là, la vue que vous voyez là, c'est par exemple un scénario où Anastasia se serait connectée. Elle aurait posé sa question, comment peut-on mesurer l'impact social de la culture?
Elle aurait versé un jeu de données, donc les données qu'elle avait en main, qui sont les données des Journées de la culture. Elle aurait invité d'autres organismes à verser eux aussi leurs données pour pouvoir enrichir les résultats. Donc, la semaine prochaine, on teste ces interfaces utilisateurs-là auprès dans le fond, des gens qui représentent nos trois parties prenantes, organismes, individus et partenaires financiers. Et on va voir, peut-être qu'ils vont nous répondre qu'ils ne comprennent rien. C'est pas quick parce qu'on s'attend à tout. Mais c'est sûr qu'après, on va travailler en fonction des résultats qu'on va avoir obtenus de potentiels utilisateurs de cette plateforme-là. Donc, pour la suite, donc, travail en cours via amélioration de la carte, nos tests, comme je le disais, mais aussi on travaille sur un cadre de gestion des données. Puis sur une charte d'engagement aussi, quand on va être contributeur, on va devoir s'engager à endosser les valeurs de la FUS, la culture pédiatrique. On travaille aussi sur des contrats types sur des contributeurs qui pourraient venir verser des données. Ce qui est intéressant, on est approché quand même, parce qu'on communique sur le projet, on est approché par différents organismes qui arrivent avec leur jeu de données. On aimerait ça, nous autres aussi contribuer. Donc, on est en train de regarder comment on peut faire ça. On travaille aussi sur je vous ai parlé du premier jeu de données qu'on avait, les activités des Journées de la culture. Donc, c'était des données qui provenaient des organisateurs des activités. Là, pour l'automne, la prochaine édition des Journées de la culture 2023, on va aller collecter des données auprès des utilisateurs, donc des participants aux activités des Journées de la culture. Alors, qui dit données citoyennes fait surgir la question cruciale, donc la protection des données sensibles. Et c'est là que je donne la main à mon avocat. Je peux servir. Donc, écoutez, donc, comment on fait concrètement pour gérer cette données au jour le jour sur le terrain? Nous allons résumer en trois grands principes. Le premier, c'est le principe d'empathie. Et avant tout, empathie envers nos fiduciaires. Donc, 5 courageuses personnes qui ont accepté de devenir personnellement responsables des données. Donc, c'est formidable, c'est magnifique parce qu'on place nos données au-dessus des organisations. Donc, c'est des individus qui en sont personnellement responsables. Et c'est terrible. C'est une énorme responsabilité. Donc, notre première responsabilité à nous, l'équipe, c'est de protéger les fiduciaires. Parce qu'ils sont responsables des plus hauts standards d'éthique et de protection des vies privées. Chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Donc, concrètement, comment ça se décline? Je donne un exemple pratique. Dès qu'on a commencé à intégrer nos premiers jeux de données, comme l'évoquait André tout à l'heure, on s'est vite rendu compte du fait qu'en tout bien, tout honneur, un contributeur de données peut ne pas connaître la nature exacte de son jeu de données. Il peut y avoir, alors qu'il croit que ces données-là sont seulement descriptives, qu'il n'y a pas de données personnelles. Il y en a peut-être. Face à cette situation-là, on s'est rendu compte du fait qu'à la seconde où on intègre des jeux de données à l'intérieur de la fiducie, les fiduciaires sont personnellement responsables. Donc, certes, on a des contrats, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on s'est dit, ça nous prend un dispositif de SaaS, ça nous prend un serveur à l'externe des fiducies de données où on va déposer les jeux de données, où ils vont être analysés et éventuellement nettoyés au préalable avant d'être transférés dans les fiducies. Décision qui entraîne évidemment des conséquences sur l'architecture technologique, sur notre modèle économique, parce que c'est des coûts, donc c'est une décision difficile à prendre, mais qu'on a prise, parce que notre priorité numéro 1, c'est de protéger nos fiduciaires. Pas de fiduciaires, pas de fiducie. Donc, c'est le premier principe. Et une fois qu'on a assuré la protection des fiduciaires, on peut être empathique pour la société. C'est notre but. À travers, évidemment, le principe de bien commun, Anastasia nous a présenté tout à l'heure la vocation de Culturepédia. Donc, on fait ça pour le bien commun, on fait ça pour la communauté. Les principes d'universalité d'accès. Donc, on veut rendre les données ouvertes le plus possible, évidemment, bien sûr. De participation publique, comme l'évoquait André, les citoyens, les artistes, les acteurs de la vie culturelle sont appelés à participer à Culturepédia à travers des ateliers, à travers des tests utilisateurs qu'on est en train de mener.
tout ça est bien beau, mais on est empathique, on travaille pour la société. Tout d'abord, on protège nos fiduciaires. Deuxième principe, alors je vais aller rapidement. Sobriété numérique et je dirais sobriété juridique. C'est le corollaire du premier principe. Donc, dans notre contexte à nous, avec les moyens limités dont on dispose, on se pose la question, quelles données sont nécessaires pour conduire notre mission d'évocation? Et est-ce qu'on a les moyens de les protéger? Moyens financiers, juridiques, technologiques. Et là, on les intègre. Donc, on y va vraiment petit pas par petit pas. Donc là, on commence à aborder la question d'enrichir notre carte avec des données personnelles, mais on se pose vraiment quelles données personnelles et comment on peut les protéger. Donc, c'est vraiment une approche pas par pas, qui aussi va dans le sens de bons principes de transition écologique, parce qu'on est sobre dans notre utilisation des technologies, des données. L'idée étant aussi de livrer des résultats le plus rapidement possible, tangibles. On évoquait tout à l'heure l'importance de la littératie et une façon de la faire, une façon d'apporter une littératie, c'est de démontrer des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données sur la culture concrètement? Comment on peut rendre un résultat visible aux gens, les encourager à le faire. Troisième et dernier principe, donc une administration fiduciaire aidante. Travailler de la manière dont on évoque. Donc, on a besoin d'une équipe agile. Évidemment, nos fiduciaires sont au cœur et ils sont très occupés. Hein. C'est des fiduciaires qui appartiennent à 5 organisations très différentes, qui ont des réalités très différentes, organisations qui se connaissent, qui s'apprécient, mais qui n'ont jamais partagé de données jusqu'à présent. Donc, nos fiduciaires sont au cœur des mécanismes, on les consulte, il y a des réunions statutaires régulières avec eux, il y a une équipe qui prépare les choses pour eux, équipe, comme l'évoquait André, qui est constituée de designers, d'experts en informatique, de gens qui travaillent sur le modèle économique et donc, et au travail, on est en transdisciplinarité, en hybridation, on apprend les uns des autres à travers ce processus-là. Notre feuille de route est encadrée sur vraiment le cycle d'innovation. Donc, une approche start-up. On a au centre toujours nos fiduciaires. Première étape, identifier un problème. On a une vaste question qui est celle de l'impact social de la culture. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut poser un premier jalon? Donc, mesurer un rayonnement culturel, par exemple, dans nos régions, données qu'on n'avait pas. On a validé ça sur le terrain avec les citoyens, avec les parties prenantes, à travers des ateliers, à travers des tests. On développe donc des fonctionnalités opérationnelles. On les expérimente. C'est là où on est rendu avec Culturepédia 1.0. Donc, on est en train d'expérimenter pour pouvoir implanter, donc livrer à la société des résultats tangibles, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos propres données en les mutualisant, en utilisant à nos fins propres la puissance de l'informatique avancée, de l'intelligence augmentée, les éléments concrets, pour pérenniser. Donc, arriver avec ça à mettre au point un modèle économique qui nous permet de repartir sur un autre cycle. Donc, on a évidemment, on a démarré la roue avec Culturepédia 1.0. On souhaite, bien entendu, créer une fiducie de données qui soit à grande durée, donc perpétuelle. Mais d'abord, on a travaillé sur la création de ce cadre de confiance-là. Merci beaucoup. Moi, j'ai plein de questions. Je me retiens. Entre-temps, on va revoir, parce que je pense qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, Jacques Priol, qui devrait apparaître sur l'écran. Voilà. Bonjour, Jacques. Alors, bonjour. Voilà, donc moi, je vais vous parler d'un programme en France qui s'appelle Data et Quartier, à la différence de ce qui vient de nous être présenté, que je trouve tout à fait remarquable dans le monde de la culture, où vous avez engagé des choses avec beaucoup de méthodes. Je vais vous raconter une petite histoire en quelques minutes, eh bien, d'une forme de fiducie, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'en France, juridiquement, nous n'avons pas la FUS, mais une forme de fiducie de données qui est née de façon extrêmement pragmatique, quelque part sans s'en rendre compte. Et cette histoire, c'est celle d'un programme qui s'appelle Data et Quartier, qui a été porté dans l'ouest de la France, sur 2 régions, la Bretagne et les Pays de la Loire, de 35 municipalités qui représentent 78
quartiers que l'on appelle en France des quartiers prioritaires. C'est des quartiers de la politique de la ville, des quartiers sensibles, des quartiers en difficulté, dont les périmètres ont été définis parce que c'est eux qui concentrent le plus d'habitants en dessous du seuil de pauvreté. Et le projet dont je vais vous raconter l'histoire très rapidement a été porté par une structure, une association à but non lucratif qui s'appelle Réseauville. Réseauville, c'est un centre de ressources pour la politique de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un réseau, une association qui est là pour aider les acteurs qui travaillent dans les quartiers en difficulté. Donc des travailleurs sociaux, des acteurs socio-éducatifs, socio-culturels, également parfois des acteurs qui travaillent à de la prévention, voire aussi des acteurs de la police et de la justice. Et ce sont l'ensemble de ces acteurs, les élus locaux également, les services des municipalités, qui bénéficient de l'aide de ce centre de ressources, qui est un acteur qui fait de la formation, qui met du savoir à disposition, qui organise des rencontres pour travailler sur l'accompagnement social, socio-éducatif, socio-culturel de ces nombreux quartiers. Et ils se sont posé la question de savoir, en 2018, donc ça remonte maintenant à quelques années, si la donnée concernant la vie dans ces quartiers pouvait être utile pour améliorer le quotidien des habitants. Et ils ont construit un partenariat soutenu par un ministère français, par des villes, vous voyez Brest, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire, des villes de l'ouest de la France, des partenaires publics, par exemple en matière d'emploi, le Pôle emploi, qui est notre structure nationale d'aide à l'accès à l'emploi, mais également des partenaires privés. Vous voyez, il y a une mutuelle de santé qui est un partenaire privé ou un groupe comme le groupe Randstad, qui est un groupe de travail temporaire, et puis quelques entreprises. Et l'idée, c'était de les réunir pour essayer d'améliorer la connaissance que l'on avait de la vie dans ces quartiers qui sont tous les 5-6 ans repassés à la loupe d'un système de classement pour bénéficier de crédits supplémentaires, des investissements en termes d'aménagement, en termes d'équipement, des investissements en termes d'accompagnement social. Eh bien, c'était l'idée de pouvoir mesurer la réalité de la vie dans les quartiers, et ils ont travaillé sur plusieurs sujets qui avaient à voir avec l'emploi, avec la santé, et notamment le Covid, et également la mobilité et les déplacements. Et pour vous expliquer la démarche qui a été faite autour de la donnée et vous dire pourquoi moi j'estime que quelque part c'est une fiducie de données qui s'est créée par elle-même tout en s'ignorant, je vais vous raconter l'histoire de ce qui a été fait sur l'emploi. Dans ces quartiers difficiles, on sait, parce qu'il y a des données statistiques qui sont disponibles en open data, que le taux de chômage est plus élevé qu'ailleurs en France. Mais on ne sait pas nécessairement dans le détail qui sont les chômeurs dans ces quartiers-là. Et il y a une question qui taraudait un petit peu les acteurs, qui était de se dire, est-ce que le fait d'être dans ces quartiers fait qu'il y a une très grande distance entre la vie, l'endroit où l'on habite et les emplois disponibles? Ça posait plein de questions derrière, par exemple, pour l'accès au transport en commun, par exemple, pour l'accès aux véhicules automobiles, et par exemple, avec la crise du prix du carburant, des aides éventuellement pour accéder pour pouvoir se déplacer en voiture. Et la question qui s'est posée, c'était de savoir quelle est la distance entre le lieu de vie des demandeurs d'emploi et la localisation des emplois qui correspondent à leurs attentes. Ça, c'est une question très intéressante. C'est une démarche de data science qui a été engagée avec une problématisation. On a fait ce travail-là avec des data scientists, de se dire qu'est-ce qu'on veut essayer de trouver et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme données. On avait des données sur le taux de chômage, mais on ne savait pas quels étaient les emplois que les gens qui habitent chacun des 78 quartiers, ça a été fait de façon différenciée par quartier, quels étaient les emplois recherchés par les habitants de ces quartiers. Et là, il se trouve que Pôle emploi, qui est une grande administration publique française, a ces informations parce que les gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, parce qu'ils se déclarent comme chômeurs, eh bien, disent le type de métier qu'ils recherchent. Donc ces données, elles étaient pas du tout disponible en open data. Et au nom de l'intérêt général, l'association Réseauville est allée voir Pôle emploi en disant est-ce que vous pourriez mettre à notre disposition ces données pour mieux connaître les demandeurs d'emploi de nos quartiers? Pôle emploi a accepté. La deuxième question, c'était est-ce qu'on est capable d'identifier les offres d'emploi qui correspondent aux attentes de ces habitants? Et là, Pôle emploi, qui est une grande administration française, nous a dit, nous, on peut mettre des données à disposition. Le problème, c'est que l'immense majorité des entreprises qui offrent des emplois ne passent pas par Pôle emploi. Par contre, un groupe comme Randstad, qui est un groupe privé, notamment des agences de travail temporaire, a développé des algorithmes extrêmement puissants qui collectent quotidiennement l'ensemble des offres d'emploi sur plus de 11 000 sites Internet, qui font de l'analyse avec de l'IA,
qui les dédoublonne, qui les analyse, et ce grand groupe privé était capable de mettre à disposition des données sur la réalité des emplois disponibles qui correspondent aux emplois recherchés par les acteurs du quartier, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Et c'est là que les difficultés ont commencé. Tout le monde s'est dit, c'est super, on a trouvé des gens qui peuvent mettre des données à disposition. C'est pour une cause d'intérêt général, puisqu'il s'agit d'aider les demandeurs d'emploi de ces quartiers. Sauf que là, la grande administration qui est Pôle emploi nous a dit, mais c'est hors de question. Nous, on ne veut pas partager nos données publiques avec les données d'un grand groupe privé qui, d'une certaine manière, concurrence le service public de l'emploi. Et vous n'allez pas communiquer nos données à ces opérateurs qui n'ont pas la même finalité que nous. Et il a fallu engager des discussions sur le fait de se trouver un intérêt commun à le faire. Cet intérêt commun, en vérité, c'est l'intérêt général, que l'association Réseauville était d'une certaine façon un tiers de confiance, un acteur qui n'allait ni orienter les travaux dans le sens de l'intérêt du grand groupe privé ou dans le sens d'une captation des données des uns et des autres. Et un travail complet a été mené, que je ne vais pas vous détailler maintenant, mais pour vous dire qu'il y a eu des résultats très concrets. Ça a été fait d'abord en mode agile, un petit peu comme ça a été indiqué tout à l'heure, sur des données sur un mois, puis sur une année complète, pour pouvoir modéliser les distances et voir les spécificités des quartiers. On a vu des choses très spécifiques, différentes d'un quartier à l'autre, là où les grandes politiques nationales de soutien aux quartiers sensibles sont souvent très homogènes, alors qu'elles pourraient être confrontées à des réalités que souvent les acteurs de terrain savent et ressentent, mais qui ne peuvent pas les objectiver. Et là, l'accès à de la donnée a permis de les objectiver. Et vous trouverez sur le site de Réseauville, je vais vous donner le lien dans quelques instants, les maquettes de toutes ces cartographies qui ont été faites. Il y a un outil de simulation qui est interactif, qui permet de mesurer les distances moyennes entre le domicile et le type d'emploi qui sont recherchés, quartier par quartier, dans chacun des 78 quartiers. Ce que je veux vous dire à travers cet exemple, c'est que, en fait, on a travaillé sans vraiment s'en rendre compte à la constitution d'un véritable cadre de confiance qui, encore une fois, en France, ne prend pas la forme d'une fiducie. Et je vous mets là rapidement un schéma que l'on a publié dans un cahier de recherche de l'Observatoire Data Publica sur les éléments qui vont constituer ce cadre de confiance pour le partage de données au nom de l'intérêt général, avec l'idée que pour pouvoir construire un cadre de confiance, il faut à la fois des règles et des objectifs, des outils et des méthodes, le cas échéant un tiers de confiance, et ici c'était l'association Réseauville, et des usages très concrets. Et la question que l'on se pose à chaque fois, c'est de savoir si les acteurs participent à la définition des règles et des objectifs, s'ils peuvent contrôler les outils et les méthodes, s'ils participent à la gouvernance du cadre et s'ils peuvent s'impliquer et contrôler sur les usages concrets qui sont faits de leurs données. J'accélère parce que je suis un petit peu trop long. Vous dire que dans le cas de Réseauville, on a travaillé avec des règles éthiques qui étaient édictées au départ dans le projet de l'association. Ce sont des données sensibles, les données des habitants des quartiers. Ils sont dans des quartiers où, quelque part, il y a simplement un risque de stigmatisation, de ghettoisation de ces quartiers. On a travaillé avec les habitants à travers ce qu'on appelle les conseillers citoyens. Dans chacun des quartiers, il y a un conseil citoyen auprès de qui nous sommes allés rendre compte de ce qui était construit d'abord et puis de la manière dont les données ont été utilisées ensuite. Et puis, pour couronner le tout, il y a eu, alors à la fois en bas à gauche, des conventions juridiques qui ont été signées cas d'usage par cas d'usage sur la transmission des données, puis leur destruction, y compris dans une logique de ne pas créer du stockage de données inutiles par rapport à la question de la sobriété numérique qui a été évoquée tout à l'heure. Et puis, pour couronner le tout, au final, ce programme a été le premier programme public en France à bénéficier d'un label éthique, qui est le label Equitia, qui a été créé par une structure qui travaille sur ces sujets-là depuis quelques années maintenant en France. D'une certaine façon, tout ceci aurait pu être décidé au départ, de dire voilà le système que nous allons construire, mais ça s'est fait de façon extrêmement empirique pour aboutir à ce programme qui, au final, est aujourd'hui très reconnu, qui a été très largement médiatisé en France, avec des émissions, y compris dans de la presse de grande écoute. L'OCDE s'en est saisi et nous a demandé de publier une contribution pour le dernier Conseil des ministres du numérique de l'OCDE pour raconter cette histoire et voir comment on pouvait mettre en partage des données de la sorte et vous dire en guise de conclusion que ça a été mené à titre expérimental pendant 3 ans sur 2 régions françaises. Nous avons 13 régions en France aujourd'hui. Et il y a eu un rapport d'évaluation de l'ensemble de la politique de la ville qui est assez dur, qui dit que, en gros, les politiques publiques françaises en matière de soutien au quartier sont souvent des politiques nationales, très homogènes, qui ne prennent pas en compte la réalité très différente d'un quartier à l'autre. Ce n'est pas parce que des quartiers concentrent des taux de population sous le seuil de pauvreté important que ce sont les mêmes réalités d'un quartier à l'autre et que la data doit venir
adapter ces grandes politiques nationales pour l'adapter à la réalité de chaque quartier. Et ce qui est très intéressant, c'est une conséquence très directe de ce programme data et quartier expérimental, c'est que probablement à partir du mois de septembre prochain, il sera obligatoire de mettre dans chacun des contrats qui permettent d'allouer des moyens spécifiques à ces quartiers, des clauses data, ce qu'on a appelé des clauses data, qui vont obliger l'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou d'acteurs privés, à se mettre dans une dynamique de partage de données. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une fiducie de données dans chaque région ou dans chaque quartier ou une autre forme, puisque juridiquement en France, ça ne sera pas une fiducie, mais ça peut prendre des formes différentes. Notamment, on a un statut de groupement d'intérêt public qui pourrait être utilement mobilisés. Voilà, en quelques mots, je voulais témoigner de cela et vous dire que l'ensemble du dispositif, et notamment, il y a eu un livre blanc qui a été fait qui raconte toute l'expérience que vous avez là en une, sont entièrement téléchargeables sur le site internet de l'association Réseauville. OK. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions d'abord dans la salle. Commençons par la salle, parce qu'on l'a oublié tout à l'heure. La salle virtuelle ou la salle en présentiel? J'ai peut-être une question qui serait pour Culture Média. Je vous remercie beaucoup de cet exemple-là. J'ai trouvé ça super éloquent, puis ça m'évoque plein de choses. Là, moi, je travaille en économie sociale, en fait, puis on se pose ce genre de questions-là aussi, là. Fait que, sur comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact dans nos milieux des organisations en sport, puis d'ailleurs, il y en a beaucoup en culture. Mais je me demandais justement dans votre projet, puis c'était juste parce que je suis pas super familier avec la structure de Culture pour tous, mais est-ce que, par exemple, on va impliquer là-dedans différents acteurs régionaux, du type justement des conseils régionaux en culture, ce genre de choses-là? C'est quoi comment vous gérez finalement le multiparti comme ça là, qui peut être sur différents territoires? Oui, j'allais. Oui. Ben, je dirais que le but de Culturepédia, justement, c'est de fédérer tout le monde. C'est-à-dire que en ce moment, comme l'a évoqué André un peu plus tôt, on est vraiment en travail de co-création avec les acteurs terrains. Donc, on va autant s'allier avec des conseils régionaux de la culture, donc des associations chapeaux qui peuvent desservir plusieurs membres, mais on est aussi en contact direct avec des individus, donc des travailleurs de la culture, des artistes, des artisans. On est en lien avec les municipalités, avec les MRC, donc on est vraiment, je dirais, je ne sais pas comment le dire, là, mais on est un petit peu comme une pieuvre, là. On essaie d'être en contact vraiment avec tout le monde pour pouvoir justement aller chercher éventuellement de la contribution ou de la participation, mais à différents niveaux. Puis j'ajouterais à ça que dans une perspective à plus long terme, on ne souhaite pas garder ça exclusivement dans le milieu de la culture, mais on aimerait pouvoir accueillir, comme en a fait référence aussi André dans la présentation, accueillir des données qui viennent de d'autres secteurs. Donc, par exemple, quand on parle d'impact social, ben, est-ce qu'à terme, on pourrait accueillir des données qui viennent du milieu de la santé, par exemple? Donc, là, on est vraiment dans l'échafaudage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de démonstration encore de l'impact social, là. Comme on l'expliquait, on est vraiment dans la preuve de concept cette année. Mais on a une vision très, très large, puis on espère pouvoir accueillir des jeux de données qui proviennent de différents secteurs. Et j'ajouterais peut-être un dernier point qui est vraiment important pour nous. Quand on parle de culture, on a une vision très, très large. Donc, on fait un balayage, oui, peut-être des disciplines artistiques, mais on parle aussi de référents culturels. Donc, on espère pouvoir couvrir aussi ce qui, au niveau d'un indice de vitalité culturelle, ce qui, sur les territoires, est peut-être pas captable, je dirais, au niveau de la donnée, ce qui est en dehors des grands centres de diffusion. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... On a une question en ligne. On a juste un commentaire. On a juste un commentaire de Lise Boulet qui soulignait à la SSQ, très intéressant, la centralisation des données suscite beaucoup d'inquiétudes. Les clauses data dans les contrats permettraient de conserver une place importante à la responsabilité populationnelle, locale et régionale. Jacques, tu voudrais commenter ça? Oui,
Peut-être parce que j'ai évoqué ces close data. C'est des choses que l'on voit beaucoup se diffuser aujourd'hui dans l'action publique, avant de parler de missions d'intérêt général plus globalement avec des acteurs publics et privés. Les close data, c'est quelque chose qui, depuis 3 4 ans, en France, se retrouve dans énormément de contrats publics, dans énormément de subventions publiques, de contrats de partenariat pour que les partenaires qui, à un moment donné, décident ensemble de construire un dispositif, décident aussi, sur le principe en tout cas, avant que ce soit opérationnel, de mettre en commun les données qui sont liées à ce partenariat. Et puis, ça définit les conditions de transmission, d'utilisation, et parfois, ça peut aller très loin. Tout à l'heure, on a évoqué la mise en interopérabilité, les standards, les formats de données peuvent aussi faire partie de ces close data, et on le trouve dans de très nombreux domaines, notamment dans les domaines de type ville intelligente qui ont pu être évoqués dans la première partie de votre journée, mais également dans des domaines sociaux, économiques. On peut le trouver également, je fais le lien avec ce qui a été dit pour Culturepédia, dans le monde de la culture, que des organismes qui bénéficient de subventions publiques importantes soient incités par des clauses de ce type-là à produire et mettre à disposition un certain nombre de données. C'est des choses qui probablement vont nous aider à avancer vers la constitution d'espaces de partage ensuite de données. Je vois qu'on a une autre question en ligne. Alors, quel rôle des bibliothèques et archives publiques comme partie prenante dans les fiducies de données? Doriane, est-ce que c'est pour répondre ou c'est... Ah non, c'est pour poser une autre question. C'est parce qu'on a des spécialistes des bibliothèques dans la salle. Je ne sais pas. C'est des lieux d'archives, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des données dans ces lieux-là et qu'un jour elles seront partageables. Sous quel modèle? On ne le sait pas, toi tu connais? Mais je pourrais dire qu'il y a eu une étude qui a été lancée il y a à peu près 2 ans dans le ministère de la Culture pour justement explorer ce qu'on allait faire des métadonnées dans les bibliothèques et dans les services d'archives, et que le modèle de fiducie de données a été largement exploré à ce moment-là. Et notamment, ce qui avait été très avancé, c'est le rôle des bibliothèques qui sont déjà des experts de la donnée, qui sont aussi, comme tu dis, des fiduciaires, seraient des profils pertinents ici pour explorer, pour la mise en œuvre de ce projet. Alors, je peux simplement vous dire que le rapport a été rendu. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il est toujours entre les mains du ministère de la Culture. Je ne sais pas. On regarde avant. Ils cherchent plutôt à explorer le modèle des données ouvertes que la publicité. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a un enjeu, c'est que quand on parle de fiducie de données ou de données ouvertes, on est sur des problématiques qui sont similaires, mais qui ne sont pas du tout la même, parce que ce que l'on cherche à faire de la fiducie de données, ce n'est pas de la donnée ouverte, c'est de la donnée presque semi-ouverte à des partenaires, puis surtout, ce que l'on veut avec la fiducie de données, c'est contrôler l'usage qui est fait. Et le problème que l'on voit, c'est qu'avec la donnée ouverte, on a du mal à mesurer. C'est pas tant qu'on n'a pas confiance dans la manière dont les gens vont les donner, bien qu'il y ait des utilités, bien qu'il y ait des enjeux à ce niveau-là, mais on a besoin de savoir aussi comment est-ce que les données sont utilisées, pourquoi est-ce qu'elles sont utilisées, parce que derrière la fiducie de données, il y a une volonté de mise en commun des données pour générer de la nouvelle donnée pertinente, et on vous dit donc une forme d'innovation. Je n'empêche pas. Dans le sens que nous, on est dans un cadre juridique de fiducie de données, mais on a croisé des données. Voilà. Je sais qu'ils ont considéré Je me permets de rebondir parce que c'est souvent, parce que souvent on considère que c'est la même chose ou que l'une est antinomique de l'autre. On n'est pas sur les mêmes objectifs. Je crois ici. C'est vrai, puis je crois qu'il y a aussi un grand avantage de poser la question pourquoi une FUS. Hein? Puis, oui, il y a la question de la pérennité, mais aussi la question, Jacques l'a très, très bien exposé, du levier que ça constitue pour mutualiser donc, des organisations hétérogènes. Hein?
peut, grâce à une fiducie donnée, s'élever un petit peu au-dessus des organisations, puis faire travailler ensemble les entrepreneurs, des entreprises, des organisations publiques, des OSBL, des citoyens, des chercheurs. Et on peut, pour un cas spécifique, pour un cas d'usage, ces gens-là peuvent travailler ensemble. C'est un outil qui permet de le faire. Donc, ça, c'est vraiment une grande complémentarité. C'est effectivement pas antinomique, c'est quelque chose de complémentaire, de très utile, et puis qui permet d'aller plus loin. Lauriane? Oui, peut-être juste sur le sujet des données ouvertes, je me sens concernée avec Nord Ouvert. Là, on a été vraiment des acteurs phares par rapport au mouvement dès notre création. Et puis, juste sur ce point-là, toutes les données n'ont pas pour vocation à être ouvertes. C'est un non-sens de se dire on va ouvrir toutes les données. Donc, il y a vraiment un intérêt à penser ce spectre entre des données complètement fermées en silo et des données ouvertes. Et c'est quoi cet entre-deux? Et puis, effectivement, c'est ça qu'on appelle les partenariats de données. C'est un sujet passionnant pour lequel on travaille depuis des années. Donc, peut-être sur ce point-là, merci de l'avoir abordé, c'est vraiment pertinent. Moi, je me demandais, par rapport à l'approche partenariale à la fois de Culturepédia, puis aussi peut-être en France, du côté des données et territoires, comment est-ce que vous avez pensé la participation des partenaires? Parce que c'est vraiment un nœud souvent dans l'approche partenariale et un spectre de la participation entre on est juste informé et on a complètement le contrôle. Et puis on peut choisir aussi quel aspect du projet, à quel aspect du projet on délègue un peu de pouvoir de décision à ces personnes. Donc je me demandais un peu comment est-ce que vous avez choisi ou positionné le degré de pouvoir que vous donnez à ces personnes, comment est-ce que vous les mobilisez, parce que c'est difficile, là, est-ce que vous les rémunérez pour leur temps, comment est-ce qu'on fait pour les avoir autour de la table, puis qu'est-ce qui guide ces choix de qui est impliqué dans quoi, sachant qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, là, je serais vraiment curieuse d'en entendre un peu plus là-dessus. Peut-être sur data et quartier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une démarche extrêmement pragmatique. Donc, il n'y a pas eu de stratégie définie à l'avance en fonction des partenaires. Ce qui est sûr, c'est que tous les partenaires qui ont apporté de la donnée, quel que soit leur statut, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, on a même travaillé sur la donnée plus sensible personnelle, notamment sur des sujets de santé, ont été impliqués dans la définition des cas d'utilisation. Ils ont participé à des groupes de travail où on a défini collégialement les usages qui seraient faits des données. Ils ont été informés étape par étape de tous les travaux, y compris des itérations avec les data scientists. Ils avaient la possibilité de participer à un groupe de travail qui en faisait le suivi. Donc ça, c'était une manière de les impliquer complètement du moment où je mets de la donnée à disposition jusqu'au résultat final. Après, la question de l'indemnisation, de la rémunération, le cas échéant autour de tout ça, ne s'est pas posée jusqu'à présent dans le programme expérimental parce que c'était vraiment une forme d'implication au nom de l'intérêt général, ce que le cadre juridique européen appellera bientôt, et si peut-être ça sera intéressant qu'on s'en dise un mot tout à l'heure, l'altruisme des données, qui est un nouveau cadre juridique qui est en train d'être construit au niveau européen avec le Data Governance Act qui entrera en vigueur en septembre prochain. C'est l'idée que des acteurs privés peuvent décider de mettre des données à disposition au nom de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais en l'occurrence, sur Data et Quartier, ça a été fait de façon volontaire. Moi, j'appelle ça aussi du mécénat de données. Ça a été fait de façon volontaire parce que c'était un programme expérimental pour 3 ans au nom des quartiers difficiles et dans un cadre où l'association Réseauville, qui jouait quelque part ce rôle de fiducie qui s'ignore, n'avait pas d'intérêt particulier, mais avait sa force de conviction à mobiliser les uns les autres. Par contre, si, comme ça a été recommandé dans le rapport gouvernemental officiel, ce programme était étendu, c'est une question qu'on a posée par exemple au groupe Randstad, c'est est-ce que vous accepteriez de mettre en continu ces données, on pourrait même faire des API pour accéder à ces données, est-ce que vous accepteriez de les mettre à disposition de l'ensemble des territoires pour la France entière en continu, eh bien là, ça aurait un coût effectivement très important et probablement, ça ne pourrait pas être une mise à disposition gratuite. Il y aurait à minima le coût à couvrir, sachant que par ailleurs, c'est ce genre de données qu'eux commercialisent auprès d'autres acteurs, mais sur des projets qui sont des projets industriels, par exemple, des projets d'implantation de commerce, pas sur des projets d'intérêt général. C'est deux choses auxquelles on n'a pas nommé, c'est la valeur des données. On ne l'a jamais dit comme ça, parce qu'on parle de la donnée comme quelque chose qu'on met à disposition, mais le drame, c'est un peu ça, c'est que c'est une valeur énorme, parce qu'on peut en faire beaucoup de choses et on peut en faire des choses bien, des choses moins bien.
Mais chez vous, donc, pour répondre encore à la même question à Culture Pédia, est-ce que les fiduciaires sont rémunérés? Est-ce que au Sénat? Oui, effectivement. On est un peu dans le même cas de figure, donc c'est une démarche expérimentale pour le véhiculer. Puis je dirais qu'au niveau on n'a effectivement pas la grande stratégie, on la construit pas par pas. Si je peux me permettre une analogie, on fait un peu de la médecine de précision. Au niveau juridique aussi. Donc, on construit notre cadre de gestion puis nos pratiques au fur et à mesure des besoins puis des petits pas qu'on peut poser. Donc, c'est ce type d'approche qu'on a. C'est très, très pragmatique. Est-ce que dans le corps des fiduciaires que vous avez donc vraiment tenté d'avoir des personnes avec des intérêts, j'imagine, opposés ou tous veulent savoir quel est l'impact de la culture dans la société ou eux, c'est plutôt des gens qui se disent moi, je ne veux pas partager mes données, donc je vais devenir fiduciaire pour voir vraiment où vont mes données. Ce n'est pas du tout le même type de personnage ou d'intérêt. Alors, il faut qu'on ait un peu une idée de c'est qui ces fiduciaires. Voulez-vous que je réponde à ça? Oui, oui, peut-être que je suis bien placée pour répondre à la question, puisque en fait, les fiduciaires sont les partenaires initiaux du projet de Culture Pédia. Donc, là, pour le moment, on est vraiment dans une itération du projet où c'est un projet qui est soutenu par des fonds publics au fédéral, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien. Donc, on était à la base dans un format traditionnel où des partenaires se commettent pour mettre des heures et du jus de cerveau en service. Vont contribuer au projet selon leurs différentes expertises et leurs différentes capacités. Donc, on a vraiment démarré le projet de cette façon-là. Sauf qu'en cours de route, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fameux partenaires sont devenus soit des fiduciaires ou soit j'ai gardé le terme anglais, là, des aviseurs ou des consultants stratégiques. Je ne me souviens plus exactement du terme qu'on utilise. On poursuit le projet, on est dans la phase 2, donc effectivement, les fiduciaires ne sont pas payés à l'heure actuelle dans la séquence dans laquelle on est, mais c'est certainement des questions à aborder parce qu'on souhaite aller plus loin avec le projet, là. Je peux me permettre, parce que je pense que je comprends la question de Viviane. Comme Yves l'a dit, on a commencé, comme Anastasia l'a dit, Culture Pédia a vraiment commencé avec les partenaires de base qui étaient là. Mais en fait, toutes les fiduciaires totales qu'on connaît, qu'on a observées sur le terrain, aux pièces, elles fonctionnent vraiment avec les fiduciaires qui sont là, qui prennent les décisions. Donc, il n'y a pas nécessairement de stratégie ou de mécanisme de participation des autres parties prenantes. On parlait des municipalités tantôt, des citoyens et citoyennes. On n'a pas de modèle, en fait, on n'a pas d'observation empirique qui nous permettait de fonder une participation plus large que les fiduciaires ou les aviseurs, comme Anastasia a expliqué. Et en fait, on travaille en commun aussi sur comment élargir la participation au sein d'une CUS sans compromettre la responsabilité des fiduciaires, sans faire en sorte que, le principe d'une fiducie, c'est que les fiduciaires sont en contrôle des biens dans la fiducie. Donc, on ne peut pas compromettre ça et ça participe de la confiance qu'on veut créer aussi. En même temps, on veut ouvrir la participation pour avoir les préoccupations des citoyens et citoyennes, pour avoir les préoccupations ou les inputs des partenaires, parce que c'est un projet général, c'est un projet d'intérêt général, donc on veut ouvrir cette participation-là, mais il faut vraiment réfléchir aux mécanismes comme il faut. Ça peut être de créer des comités consultatifs, de créer des assemblées des personnes qui sont touchés par les actions, par les décisions de la fiducie pour qu'ils viennent mentionner, porter leurs préoccupations. Donc, il y a tout plein de choses auxquelles on réfléchit en ce moment. Quand je disais au début de la présentation qu'on construit l'avion en faisant, mais voilà, ça, c'est un des éléments qu'on, je pense, est en train de construire tout en faisant les choses. Dans la deuxième itération de Culture Pédia, peut-être qu'on pourra réfléchir à cette question-là. Pour l'instant, c'est des parties prenantes qui étaient là au départ, qui étaient impliquées dans les projets de subventionner. Donc, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Est-ce qu'on a une idée? Moi, j'aurais une question pour Culture Pédia principalement, mais c'était aussi dans la démarche que vous avez fait la constitutive.
Et ensuite, vous avez amené votre projet. Et moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que l'acte constitutif, aujourd'hui, il y a des choses, là, vous faites un prototype pour 1 an, où vous vous avez dit, ah bah, il faut qu'on change des choses dans l'acte constitutif. Est-ce qu'il y a des éléments de l'acte constitutif qui vous ont bloqué dans cette année d'expérimentation? C'est un peu comprendre la borne que l'acte constitutif vient mettre pour processus la suite. À dessein, je peux me permettre. À dessein, on l'a construit assez large. On savait que c'était évolutif. Donc, on a créé un cadre avec l'acte. On s'est donné une latitude pour le faire évoluer. Donc, on a vraiment une feuille de route où à chaque mois, on travaille sur des aspects en fonction de ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Donc, par exemple, là, quand on a décidé d'entrer en matière, on avait décidé de ne pas intégrer de données personnelles parce qu'on n'était pas prêt à faire. Et on est en train de travailler au cadre qui permet de les accueillir. Donc, vraiment, c'est une construction. C'est aussi prototypal au niveau juridique et au niveau administratif. Donc, c'est la même démarche dans le même cycle de construction. Donc, c'était vraiment de trouver un équilibre entre des fondements qui doivent être très solides, inamovibles pour l'acte, dans une certaine mesure, mais aussi certains éléments qu'on peut ajuster. Un peu comme ça. Et ben, on est parti du modèle qui était rédigé par la base, puis on a adapté au contexte. Une dernière question. Alors, quel type de professionnel gère les lacs de données au Canada? Donc, en fait, c'est quel type de personnes peuvent être fiduciaires ou des tiers de confiance? La question, tout dépend de où sont hébergés les lacs de données. Il y en a dans les universités, il y en a dans différents domaines. Ce qui est assez intéressant peut-être, généralement, je dirais qu'il y a peu de juristes. Le vocabulaire de fiduciaire au sens juridique, il n'y a pas de fiduciaire donné, mais dans les usages, on retrouve l'expression de fiduciaire, notamment dans le domaine de la santé. J'ai pu constater que beaucoup d'hôpitaux qui géraient des centres de données se revendiquaient déjà fiduciaires des données de santé, mais sans être fiduciaires au sens juridique. Donc, il y a quand même une sensibilité à cette idée que quand on gère des données, on est responsable de ce que l'on a ici, qu'on est redevable, parce que quand on est fiduciaire, c'est bien ça, c'est qu'on a des pouvoirs, mais qu'en contrepartie de ça, on a des obligations sur l'administration. On va entamer avec une dernière présentation, celle de Lauriane, qui est en ligne avec nous, pour notre troisième sous-thématique qui se pose la question de la concrétisation des fiducies données. Donc, on avance toujours dans notre processus de prototypage et pour nous parler justement des différents modèles de gouvernance. Donc, Lauriane. Super, je vous ai préparé une présentation plutôt dynamique pour cette fin de journée. Alors, notre vision à Nord Ouvert est de se dire que l'art de mettre en place un partenariat de données est l'art de se poser les bonnes questions au bon moment avec les bonnes personnes. C'est une vision qu'on a développée grâce à nos années d'expérience à explorer la gouvernance des données et des partenariats de données, notamment dans le cadre de cette collaboration avec le TIES et Montréal en commun sur l'expérimentation d'une fiducie d'utilité sociale de données. D'ailleurs, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter Nord Ouvert. Donc, nous avons été fondés en 2011. On était très connus au Canada sur les thématiques de données ouvertes et de villes intelligentes ouvertes, des thématiques sur lesquelles on travaille encore. Mais ce faisant, on a vraiment développé une expertise unique en gouvernance des données et notamment des partenariats de données et stratégie numérique, notamment transformation numérique des villes. On travaille avec le ministère Infrastructure Canada sur le réseau des solutions pour les communautés auprès de villes pour leur stratégie numérique depuis 2019. Donc, j'ai beaucoup apprécié la première partie aussi. Ça touche à d'autres sujets. Mais donc, c'est ça notre mission, c'est l'utilisation responsable, efficace et collaborative des données et des technologies pour résoudre des enjeux complexes et répondre à des besoins réels dans l'intérêt du bien commun. Et donc, on est une équipe d'environ une vingtaine de personnes. On est basé au Canada, mais on a des partenaires dans le monde entier, puis notamment avec Civiteo et Data Publica, puis aussi avec Marie-Christine Terrien avec CitéID Living Lab, la Ville de Montréal pour le projet Montréal en commun, par exemple. OK.
Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement c'est quoi un peu les freins qu'il peut y avoir au partage, vraiment des exemples rapides. Puis, à partir d'un exemple fictif, vous montrer à quoi peut ressembler une approche structurée pour initier un partenariat de données et quels résultats tangibles on peut espérer. Donc, l'intérêt pour mettre en place des partenariats de données est présent sans même savoir parfois qu'il s'agit d'un partenariat, par exemple quand on veut mettre en place un tableau de bord entre plusieurs organisations, mais leur mise en place fait encore face à différents freins. Puis pour quelques exemples récurrents, une organisation peut se dire, si je partage mes données, j'ai peur de perdre un avantage concurrentiel, ou encore j'ai un sentiment de perte de contrôle sur ce qui arrive de mes données plus tard. Il y a aussi une complexité à mettre en place un partenariat qu'il faut nommer, et notamment quand il s'agit de données personnelles qui peuvent être sensibles, les questions d'anonymisation, ça peut être assez technique. Mais pour rendre cette présentation vivante, je vous propose de suivre le parcours fictif de 3 innovateurs. Donc, nous avons une OBNL dont la mission est de faciliter l'accessibilité des transports et de mettre en avant les questions d'inclusion. Une municipalité dont la mission est de planifier de façon cohérente et inclusive les transports, et une université dont la mission est de modéliser des trajectoires de décarbonation. Ensemble, elles se réunissent car elles ont un défi commun d'aller réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports au Québec. Donc, lors de rencontres exploratoires, les 3 innovateurs se sont dit que pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, il faut mettre en place des actions efficaces, des changements de comportement. Et pour qu'elles soient efficaces, il faut baser ces actions sur des données fiables et à jour. Donc, il leur faut mettre en place un partenariat de données. Et donc, il faut établir quelque part une feuille de route, considérer, obtenir des conseils, notamment notre collaboration avec le TIES et tous les autres collaborateurs impliqués vise à publier un guide et des fiches en automne. Donc, restez connectés, ce sera vraiment une source intéressante de conseils dans votre parcours. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, nos 3 innovateurs se questionnent assez rapidement de par où commencer pour établir un partenariat de données, quelles considérations clés ils devraient prendre en compte dans leur réflexion et comment assurer aussi un alignement avec des valeurs éthiques, pas faire un partenariat n'importe comment, mais s'assurer de rester en accord avec leurs valeurs. Or, c'est seulement en assurant l'alignement et la cohérence dans les décisions du partenariat qu'on peut garantir le respect de principes éthiques. Autrement dit, seule une gouvernance cohérente des données peut garantir le respect de principes éthiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important, cette cohérence des décisions. Donc, ce qu'on a développé à Nord-Ouvert, c'est une approche structurée pour initier un partenariat de données. Donc, petite note importante, ce que je vais vous partager ici, c'est en exclusivité, puis c'est un aperçu d'un document de travail. On est en train de collecter des retours notamment de certaines personnes de ce panel. Donc, c'est vraiment une version intermédiaire et tous les retours constructifs sont bienvenus. OK. Fait que nos 3 innovateurs, l'OBNL, la municipalité et l'université, doivent clarifier entre eux c'est quoi l'objectif du partenariat, un peu sa raison d'être. Pourquoi même commencer à travailler là-dessus? Donc, en discutant, ils se disent que ce serait de mutualiser des données sur les émissions de gaz à effet de serre des transports au Québec, mais aussi de fournir des analyses utiles pour prioriser les actions les plus efficaces, parce que le but ultime, c'est pas les données, c'est juste un moyen pour réduire les émissions des gaz à effet de serre des transports au Québec. Donc, une fois cet objectif défini, il est intéressant de mieux comprendre c'est quoi les données qui existent, c'est quoi leur environnement et leurs caractéristiques. Donc, ils auront intérêt à prendre à prendre le temps de comprendre l'existant en termes de parties prenantes impliquées pour gérer les données, pour la collecte, pour toutes les étapes du cycle de vie, quelles sont les caractéristiques des données, les caractéristiques de l'infrastructure technologique sur laquelle les données reposent et les compétences qui sont nécessaires pour aller gérer ces données et qui sont actuellement présentes. Ça va aider à mieux positionner le partenariat pour l'avenir. Et en cherchant à répondre aux questions concrètes suivantes, par exemple, quelles sont les sources des données et des métadonnées? Qu'est-ce qu'elles communiquent? Quelles sont leurs limites aussi? Leur utilisation peut impacter qui ou quoi?
quelle infrastructure technologique soutient le cycle de vie des données, quelles sont les compétences actuelles nécessaires pour gérer les données, etc. Donc en fait, grâce à cette première cartographie de l'environnement des données, nos innovateurs se rendent compte que leurs données ont des lacunes importantes qui les empêchent d'atteindre leur objectif parce qu'ils couvrent bien les transports publics, mais pas les transports individuels. Ainsi, ils mobilisent d'autres parties prenantes. Et l'objectif de cette étape est pour eux d'aller bonifier le partenariat des données pour pallier les limites actuelles, mais aussi d'aller chercher différentes visions et perspectives pour s'assurer de ce principe éthique qui était cher à certains à ces innovateurs de l'inclusion, pour vraiment intégrer les personnes impactées dans le processus et aussi susciter tôt l'intérêt des utilisateurs parce que, encore une fois, on veut atteindre ces objectifs de réduction d'émissions. Donc, on veut que les personnes qui vont les utiliser et changer leur comportement basé sur ces données soient impliquées assez tôt dans le processus. Donc, ce faisant, il est nécessaire pour ce nouveau groupe de bâtir et de consolider leur vision commune du partenariat de données et d'aller revisiter c'est quoi l'objectif, les bénéfices qu'on peut attendre de ce partenariat. C'est la prochaine étape et ça peut être utile aussi d'aller revisiter certaines des étapes précédentes, d'aller comprendre l'environnement des données vraiment dans une perspective agile, d'explorer c'est quoi le potentiel du partenariat. Donc ça peut prendre du temps, 6 mois peut-être, ce serait ambitieux mais faisable s'il y a un bon engouement. Puis là, on voit en fait, la route n'a pas été toute droite, mais elle a vraiment clarifié tout un tas d'aspects. Et il y a des avancées concrètes et une feuille de route très claire pour la suite. Donc, quand la vision commune des partenaires est consolidée, c'est un bon moment, il me semble, pour documenter les choix du partenariat de données en question et d'aller peut-être cristalliser ces discussions au moins pour une première itération en s'assurant de ne pas manquer quelques considérations clés telles que comprendre le cadre légal qui va s'appliquer, le véhicule légal choisi aussi, donc par exemple la fiducie d'utilité sociale, aussi le processus décisionnel à mettre en place pour la suite ou encore l'identification et la gestion des risques qui vont peut-être émerger au cours de l'implantation du partenariat. Et donc, s'ensuit assez classiquement la mise en œuvre du partenariat avec des boucles de rétroaction pour suivre et évaluer si le partenariat atteint ou non ses objectifs, valider les hypothèses, peut-être revisiter c'est quoi les choix du partenariat pour de futures itérations. Donc, à ce stade, il me paraît important de noter de nouveau que la fuse de données n'est pas un modèle de partenariat de données clé en main. Je pense que vous le voyez, j'espère en tout cas avec ce visuel, l'ampleur et la variété des décisions à prendre sur chacun des éléments et le choix d'une fiducie d'utilité sociale de données n'oriente qu'une partie de ces considérations, alors que le reste peut être vraiment libre à l'imagination et garantir ou non les principes éthiques. Il y a vraiment un enjeu à avoir cette gouvernance cohérente de données, sinon comment garantir que les principes éthiques sont respectés. Une autre considération qui fait l'objet de beaucoup de questionnements sur le terrain est le choix du modèle d'affaires pour le partenariat de données. Donc, nous, quand on s'est penché sur cette question, on a vraiment vu un manque cruel de documentation intéressante sur des modèles d'affaires de partenariat de données, attention, qui sont pour le bien commun. Donc, il y a plein de documentation, mais pas forcément quand c'est pour le bien commun. Donc, on a pris l'initiative de développer un guide de réflexion à ce sujet, qui va faire partie de l'ensemble des publications. Et je vais vous présenter ici les grands apprentissages. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Datalama, Cécile Petitgan, qui, je crois, est connectée avec nous aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce important d'inventer des modèles d'affaires de partenariat de données pour servir le bien commun? D'abord parce que finalement, ça s'ajoute tous ces coûts qui partent peut-être dès la collecte, l'entreposage, l'utilisation, le traitement, l'analyse, le partage et la gouvernance des données. C'est beaucoup de coûts à couvrir. Et si on veut aller pérenniser un partenariat de données, surtout suite à des subventions publiques, il faut aller penser c'est quoi le modèle d'affaires. Et tout ça en garantissant des principes éthiques exigeants
tout en générant de la valeur économique. Et ce dernier point est en fait vraiment important car il distingue le modèle dominant capitaliste d'une approche pour le bien commun qui est plutôt l'approche qu'on veut proposer ici. Donc, dans le paradigme dominant, les données sont utilisées dans le but de générer plus d'argent avec d'importantes limites concernant les enjeux éthiques. Malheureusement, je pense qu'on ne manque pas d'exemples de scandales de ce côté-là. Donc, voilà, je pense que vous comprenez ce point. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un changement de paradigme. Et finalement, l'économie sociale de la donnée permet de penser une autre approche qui vise à générer une valeur économique uniquement pour qu'elle contribue à pérenniser un partenariat de données qui lui-même est au service du bien commun. Donc, c'est vraiment le bien commun qui reste au cœur. Et donc, on peut penser à une stratégie de financement adaptée à chaque partenariat avec tous les choix et les particularités qu'il a et compatible avec les principes éthiques de gouvernance numérique. Donc, notre fiche présentera 4 modèles un peu types qui peuvent servir de base pour inventer ces fameux modèles d'affaires de partenariat de données pour servir le bien commun. Donc, le premier modèle est celui du contributeur-payeur. Il met en place une gouvernance démocratique du contrôle des données mise en commun volontairement par des contributeurs. Donc, on parle de décision collective, puis sa stratégie de financement, c'est le paiement d'une cotisation par les contributeurs. Et ce paiement de cotisation leur donne accès aussi à des analyses, à la participation à la gouvernance collective et puis à l'hébergement sécurisé de leurs données. Un autre modèle, c'est celui du guichet d'accès, qui donne accès à des données anonymisées et à des analyses dont la stratégie de financement est le paiement de licences pour obtenir l'accès. Il y a aussi le modèle d'intermédiaire de partage du choix. Il y a un choix individuel en fait du partage, de ses modalités et l'utilisation qui en découle. Donc la décision est décentralisée et individualisée. Et là, la stratégie de financement est un paiement d'un abonnement par les individus qui partagent leurs données. Et ce qui donne en contrepartie accès à un hébergement sécurisé, le respect de principes éthiques exigeants et le contrôle de l'utilisation vraiment plus fin. Et enfin, le quatrième modèle est un peu différent parce qu'en fait, c'est une plateforme de service où on va produire des revenus non pas à partir des données ou de leurs analyses, mais vraiment de services rendus. Parce que pour mettre en place un partenariat de données et pour le faire tourner, il y a besoin de tout un tas d'expertise. Donc, les employés du partenariat pourraient fournir des services et en faire une source de revenus. Donc, ça pourrait être un paiement à la carte ou un abonnement. Puis les services, ça peut être avoir accès à un hébergement sécurisé de données, des services d'anonymisation de données, de formation, de services conseils, par exemple. Et donc, en fait, il est important de garder en tête que ces modèles sont des sources d'inspiration. Il est important que chaque partenariat prenne en compte ses particularités pour inventer le modèle qui lui correspond en faisant autant de variations et d'hybridations que nécessaire. Donc, pour conclure, on aboutit à des résultats tangibles. Donc, on refait à l'envers. Les partenaires ont mis en place un partenariat de données pour réaliser des actions basées sur des données fiables et à jour pour s'assurer que les actions soient efficaces, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports au Québec. Faut noter qu'il ne faut pas sous-estimer le temps et les ressources à mobiliser pour décider collectivement de la direction d'un partenariat pour le bien commun. Et puis, on peut atteindre des bénéfices additionnels comme l'amélioration de la gouvernance des données de chacun des partenaires, la création d'un climat de confiance propice à la collaboration écosystémique qui est un facteur de résilience au Québec, donc tout aussi important, et aussi le partage réfléchi des retombées du partenariat. Donc voilà, s'il y a 3 points à retenir, j'ai dit beaucoup de choses. La fiducie d'utilité sociale de données n'est pas un modèle de partenariat de données clés en main. Seule une gouvernance cohérente des données peut garantir le respect de principes éthiques et on a fait des travaux assez poussés dans ce cadre avec Montréal en commun. Et l'essentiel est d'avoir une approche structurée pour se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces travaux sur comment faire une gouvernance cohérente des données en respectant des principes éthiques, je vous invite à consulter nos outils. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Tu touches un point névralgique des fiducies de données, qui est de savoir comment est-ce que ça se finance, cette limite-là. Et dans ce cas-là, je vais me retourner tout de suite vers
mais Copenhague aussi pour leur demander, dans leur expérience de prototypage et peut-être un peu plus de l'intervenir aussi, quel est le modèle de financement que vous avez retenu, que vous pensez retenir et ceux que vous excluez peut-être? Mais c'est une bonne question. J'inviterai peut-être André et Yves à compléter, mais je dirais qu'on est en plein travaux avec les fiduciaires sur cette question-là. D'ailleurs, on rebondit sur les travaux de Nord Ouvert et du côté du siège, justement, pour s'inspirer, pour aborder la question du modèle d'affaires. Donc, ça a été présenté la semaine dernière au groupe des fiduciaires. Et pour le moment, je dirais qu'à très court terme, on est encore là peut-être dans un processus de subvention, donc peut-être au niveau du fédéral et provincial pour une suite du projet, mais évidemment pour aller plus loin dans l'élaboration du modèle d'affaires. Donc, je ne sais pas si André et Yves, vous voulez compléter. Moi, dans les 4 modèles qui ont été présentés, ce que je vois pour Culturepédia, c'est les deux derniers. Donc, la réforme de service, l'avant-dernier, peut-être. Oui, c'est ça, l'intermédiaire de partage et la plateforme de service. Vraiment, c'est ce que je vois que c'était le plus approprié. Mais avant, on travaille justement là-dessus sur le modèle économique, est-ce qu'on pourrait faire des services, par exemple, tu as raison. C'est des services qui gèrent quand même l'analyse des données, la tout ça, c'est qu'on a donné. C'est ça, mais pour les prochaines années, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, c'est du financement public. Mais on est dans un bon, on est chanceux, on est dans une bonne période parce que les gouvernements encouragent ces initiatives-là, donc de l'utilisation de données, soit dans le milieu culturel, mais même en santé aussi. Mais il est clair que l'idée pour pérenniser à très long terme, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, on travaille, on est en train de construire un modèle économique pour le soutenir. Puis, on teste vraiment, par exemple, quand André évoquait tout à l'heure les tests utilisateurs, c'est des choses qu'on va voir. Quels sont les besoins sur le terrain, comment on peut y répondre et comment on peut arrimer une valeur économique à ces services-là pour renforcer la pérennité et le modèle économique. Donc, on a eu beaucoup de mains qui nous permettent de démarrer, mais il faut s'assurer donc de se doter des moyens pour alimenter cet outil-là et la faire vivre à long terme. C'est vraiment ce qu'on teste vraiment sur le terrain, cas par cas, et on voit quel modèle on peut implanter, quelle source de revenus on peut déployer. Ça va constituer à terme une stratégie. On est en train de l'avancer. Alors, Jacques, et puis ensuite, peut-être la Bohème. Jacques. Oui, juste un mot. Merci et bravo à Lauriane pour la présentation. Il y a un point qui est très intéressant qui n'est pas dans la présentation de Lauriane parce que cette tentation-là a été écartée dans les travaux qui sont conduits par Nord Ouvert et d'autres acteurs, mais qui est un sujet qui revient souvent quand on a des discussions sur la création d'un espace de partage de données, surtout à des finalités d'utilité sociale ou d'intérêt général, c'est de savoir si la commercialisation des données en tant que telle peut être une source de revenus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question, et je crois que c'est un point qui est très très important, qui est de se rendre compte que lorsque l'on met le doigt dans ce type de démarche, la commercialisation des données est quelque chose qui est très très mal perçu par nos concitoyens, sans doute très mal perçu par les acteurs qui nous font confiance, que l'on soit dans une fiducie ou pas. Et je trouve très intéressant que le modèle qui est proposé là propose des sources de financement qui sont des formes de cotisation, de licence, de droit d'accès, de financement de prestations de services, de financement de la confiance aussi, du package global qu'il y a autour de la confiance, mais qu'il n'y a pas la commercialisation des données en tant que telle. C'est un débat qui est à nouveau posé en France après avoir été écarté pendant longtemps de par le cadre législatif, notamment sur les données ouvertes. Et c'est un débat qui est en train de revenir, y compris pour commercialiser des données publiques issues des villes intelligentes pour pouvoir financer les investissements nécessaires au déploiement de ces services. Et c'est des choses qui me paraissent très dangereuses et très dommageables dans la relation de confiance. Donc, moi, je suis ravi merci de tous ces éléments et tant mieux si on arrive à construire des modèles qui, économiquement,
assure la pérennité des systèmes sans passer par cette tentation peut-être un peu facile, pas si évidente que ça à mettre en œuvre d'ailleurs pour ceux qui s'y ont essayé, de la commercialisation des données. Enfin, oui, la question du financement, on n'a pas abordé sur la justice, mais c'est des questions qui existent pour beaucoup de programmes technologiques à but social, en fait, et sur d'autres projets, il y a aussi le fait que potentiellement, il y a plein d'initiatives individuelles que chaque partenaire fait de son côté, et peut-être qu'en mettant l'argent en commun, il y aurait aussi un financement qui peut se faire dans cette approche-là. Donc, il y a aussi cette question-là qui est un peu plus... qui n'est pas que pour la fiducie, en fait. C'est en général, à partir du moment où un commun technologique pour comment on le finance et comment on le fait de le mettre en commun. Et aussi réduire les coûts pour chacun. Anastasia, je vois que ta main est levée. Est-ce que tu voulais rebondir sur ces enjeux-là? Ta main était levée puis elle est redescendue. Est-ce que tu veux reprendre? Oui, ben en fait, la seule chose que je voulais mentionner, parce que ça a été mentionné à la rencontre la semaine dernière, c'est que le cadre de la fiducie, en tout cas dans le cadre de Culturepédia, il y a un très haut potentiel au niveau philanthropique. Donc, on n'a pas encore exploré de ce côté-là, mais c'est sûr qu'il y a des avenues vraiment intéressantes de ce côté-là. Et pour rebondir sur ce que Jacques disait, effectivement, en ce moment, nous, l'argumentaire, c'est que justement, notre démarche n'est pas dans une démarche commerciale. Donc, certainement que sur le chemin, on sera peut-être tenté ou buté à ce type de questions-là. Il y aura peut-être des opportunités, il y aura des grandes questions qui viendront, mais en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un argument. Donc, comme je le disais tantôt, c'est vraiment la valorisation sociale et humaine, pour paraphraser quelqu'un d'autre, de la donnée qu'on veut faire à travers Culturepédia. Donc, on va trouver d'autres moyens. Voilà. Moi, ce qui me vient toujours en tête, c'est le fameux monastère des Augustines, qui est une fiducie d'utilité sociale, donc qui protège une vocation, qui était donc la vocation des Augustines de prendre soin des gens. Mais ils ont quand même construit un hôtel qui est très, très cher. Avec un restaurant avec des repas bio très chers aussi. Des cours de yoga, etc. Donc, les deux cohabitent bien. Ce que je comprends, c'est que tout le côté commercial est géré par une OBNL qui est en lien avec la fiducie, la fiduciaire, la de protection, tout ça. Et donc, il y a un modèle absolument qui existe depuis là. Mais bon, on est dans le matériel, on s'entend, on est pas dans l'immatériel, mais pour moi, c'est pas incompatible. Il faut trouver l'équilibre, la bonne façon de le faire. Optimiste. Non, je suis certaine que vous avez laissé. Mais peut-être que vous parlez des différents paliers. Non, on va parler. Ah, les différents. Oui, oui. Oui, c'est ça. Dans nos interfaces, on a imaginé aussi des accès à la fiducie, donc à la plateforme, des accès qu'on a nommés avec des petits noms-clés. Le premier accès, c'est l'accès curieux. Donc, c'est un accès gratuit, c'est un accès universel. On peut donc naviguer sur la plateforme, on peut avoir accès à des visualisations d'analyse que la fiducie a rendu public. Puis ça, je dirais que c'est plus l'aspect citoyen, en fait. Ensuite, il y a le petit forfait, pas maîtrise ici. Mais le forfait explorateur, donc là, à ce moment-là, on vise davantage les organismes, les vrais contributeurs de données, où là, il peut avoir accès, donc, l'accès à la vitrine, il peut voir les grandes questions qui ont été posées, les suggestions, les contributeurs, le type de données, etc. Ça aussi, c'est gratuit. Parce qu'on a imaginé aussi un centre de ressources autour des données, par exemple, toute l'information qui touche des données, il y a une fonctionnalité qui permettrait de construire un centre de ressources. Donc, quand tu es le forfait curieux, tu as droit à ça. Et l'autre forfait plus costaud, donc c'est le contributeur, évidemment.
Donc, lui, il a vraiment accès à tout. Il peut lancer des questions, il peut faire des appels à tous s'il s'aperçoit, par exemple, que ses données sont pas complètes, il a besoin d'aller chercher des données ailleurs. Donc, il pourrait faire un appel à contribution à d'autres organismes. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas mis de prix là-dessus, mais c'est sûr qu'on regarderait comme pour un mentorship, un membrariat, pour contribuer, tu dois devenir membre de Culturepédia. À ce moment-là, ce serait forfait annuel, mensuel. En culture, on voit, par exemple, pour les associations professionnelles, il y a des membrariats dégressifs, donc les gros organismes d'employés, le chat, le Suisse romantique, c'est pas facile de regarder. Peut-être juste au niveau européen, dire que dans les nouveaux textes qui sont en émergence, dont Jacques, tu faisais en partie mention, la question de la valorisation des données, elle est vraiment au cœur des enjeux. Dans le DGA, qui m'a fait sur la prisme des données, il y a une tentative de valoriser le service de l'intermédiaire de partage et tout cela avec l'idée que c'est peut-être un mode de valorisation qui va permettre un système de confiance. Et dans un autre acte, déjà a été adopté dans le vigueur, mais un autre texte qui est actuellement dans le Parlement, le Data Act, le texte propose un mode de valorisation des données sur un principe d'équité, ici, pour justement dire que déjà, reconnaître que le problème des données, prendre une donnée dans son unité n'a pas de valeur, mais c'est l'agrégation des jeux de données qui forment la valeur, et reconnaître qu'on n'est pas tous contributeurs de la même manière quand on valorise les données. Donc, inclure un processus de valorisation équitable. Et dernier point sur cet altruisme des données, Jacques, qui nous intéresse beaucoup, dire aussi qu'aujourd'hui, il y a des acteurs français qui pensent même à promouvoir des crédits d'impôt. En fait, quand on contribue, quand on décide de donner ces données, d'associer des crédits d'impôt, comme quand on fait du mécénat, en fait, quand on donne des œuvres d'art, ce serait faire des restitutions fiscales, mais là encore, on bute sur cette question de comment est-ce qu'on valorise une contribution de données individuelles versus une contribution des communs numériques. Est-ce que peut-être dans la salle, est-ce que vous auriez des questions, des commentaires sur cette dernière séance? On a une question en ligne, peut-être qu'on pourrait la prendre. Patriciana, est-ce que les fiduciaires de données ont également des rôles de faire l'inventaire des biais possibles des données? Des biais possibles des données. Je peux peut-être me lancer. Non, mais je pensais à la charte des responsables de Montréal. J'imagine que cet aspect-là dans la charte, donc si on a intégré la charte aux devoirs des fiduciaires, bien nécessairement, oui, il revient aux fiduciaires de faire attention à cet aspect-là. Après ça, c'est pas intrinsèque à la fiducie donnée, comme Lauriane l'a très bien mentionné. C'est pas clé en main. Donc, quand on réfléchit, quand on construit la fiducie de données, il faut intégrer cet aspect-là pour que ça devienne obligatoire aux fiduciaires de penser à cet aspect-là. Donc, c'est en 2 étapes. C'est pas clé en main, comme Lauriane l'a très bien dit. Ça fait partie de notre cadre de gestion spécifiquement. J'ai peut-être un court commentaire sur la question du modèle d'affaires, puis ce que mentionnait André avec le modèle du monastère des Augustines qu'on pourrait qualifier de modèle vache à lait. Donc, on parlait plutôt d'économie sociale de la donnée, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu en économie sociale parfois. Ce modèle où finalement on relègue l'économie sociale simplement à une scission qu'on ferait entre des activités marchandes lucratives qui viendraient financer ensuite des activités qui seraient de l'ordre du pansement à nos problèmes de société, et on n'est pas là dans la construction d'un autre modèle économique. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est justifié parfois, parce que des fois c'est très difficile de financer certaines actions. Mais je pense que c'est important d'explorer avant d'autres modèles comme ceux qui ont été présentés.
pense que ce sont les parts de la fin. Je remercie, Emilia. Mais écoutez, toutes et tous, je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir si généreusement partagé votre passion du sujet sur les fiducies de données, le partage des données et la mutualisation des données. Pour conclure cet après-midi, je tiendrai à remercier très chaleureusement aussi les contributeurs du premier panel, Marie-Christine, Yann, qui sont encore parmi nous. J'aimerais remercier tout particulièrement l'équipe de l'Obvia, Nicolas, Guillaume, Jean-Benoît, qui ont été d'une assistance particulièrement précieuse tout au long de cet après-midi. Et remercier à vous qui nous ont écoutés tout cet après-midi. Nous allons conclure autour d'un verre, si vous en avez encore le cœur et l'envie, au 11e étage, dans le salon du 11e. Allez voir la vue vol des tours, je vous le garantis. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.